Je voudrais d'abord vous saluer toutes et tous, mais aussi saluer celles et ceux qui sont dans la salle ici à côté, la salle Strickland, qui sont bien sûr bien installés, mais n'ont pas le plaisir d'être en total live direct, mais qui, je pense et je l'espère, pourront quand même partager la chaleur et tout l'intérêt de votre propos. Alors, Monsieur le Président de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts, Monsieur le secrétaire perpétuel, Madame la Présidente du bureau du Collège Belgique, Monsieur l'administrateur délégué du Collège Belgique, Mesdames et Messieurs les académiciens, Monsieur le professeur au Collège de France, vous qui êtes notre orateur de ce soir, Mesdames et Messieurs les professeurs d'université, Madame la députée provinciale, Madame Léchevine de la ville de Namur, je ne l'ai pas vue nous rejoindre, mais peut-être sera-t-elle là dans quelques instants. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Madame la Directrice adjointe du Centre d'art vocal et de musique ancienne, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Alors, quand il y a une petite semaine, j'ai sollicité mes collaborateurs pour disposer de quelques informations sur cette soirée. J'en avais déjà, rassurez-vous, certaines, mais ceci afin de commencer à réfléchir à ce que je pourrais dire pour cette introduction, ce court mot d'introduction de cette leçon inaugurale millésime 2025 du Collège Belgique à Namur. La première chose qu'ils m'ont livrée, c'est qu'on allait jouer à guichet fermé, qu'on était sold out, en un mot, que c'était complet. Alors je reconnais qu'ils me l'ont dit sur un ton un peu plus polissé, dans le style de la maison, un style qui est un peu plus en face avec ce côté vieille France, dont les jaloux taxent ma fonction, mais qui, selon Elsa Triolet, donnerait du charme aux hommes. Ne parlez pas de moi, nous ne le connaissions pas. En réalité, ce que m'ont dit mes collaborateurs, ça donnait plutôt ceci. Monsieur le gouverneur, nous devons vous annoncer que les inscriptions ont été clôturées car la capacité maximale de la salle du conseil provincial a été rapidement atteinte. Je vous avoue qu'à cette annonce, j'ai été envahi par une énorme bouffée d'ambivalence. Alors, d'abord, une bouffée remplie de l'air froid du regret. Alors, celui de n'avoir pas pu encore, jusqu'ici, et ça fait maintenant 18 ans que je suis dans cette fonction, que je n'avais pas pu encore trouver les moyens, tant au sens financier qu'au sens méthodologique du terme, pour meubler, pour agencer plus adéquatement cette salle et lui donner d'autres ambitions que seulement celle d'accueillir l'Assemblée délibérante, le Conseil provincial, une fois par mois plus ou moins, et l'une ou l'autre conférence ou réunion plus confidentielle que celle-ci ou moins courue. Alors, pleine, je vous dis que c'était ambivalent, ma bouffée, mais elle était aussi pleine ensuite d'une chaude vapeur de la satisfaction, celle de se dire qu'on ne s'était décidément pas trompé avec Hervé Asquin, secrétaire perpétuel de la Thérésienne à l'époque, mon cher Didier. On ne s'était pas trompé quand on a imaginé que ce palais provincial namurois pourrait se révéler un endroit adéquat pour y implanter, hors des murs bruxellois, cette nouvelle dynamique qu'Hervé s'apprêtait à proposer à tous les avides de savoir, à toutes les curieuses de comprendre, à toutes les chercheuses de la vérité, à tous les amoureux de la connaissance. Et on peut mettre le féminin ou le masculin à l'un ou l'autre terme. Il fallait un petit peu équilibrer la phrase. Cette drôle d'aventure qui allait répondre à ce curieux patronyme à l'époque, mais depuis lors on a eu l'occasion moult fois de l'expliquer, ce curieux patronyme de Collège Belgique. Alors quant aux quatre coins du monde, au cœur de ce qui était encore naguère, sinon des parangons de la démocratie, du moins des remparts contre la barbarie intellectuelle et l'asservissement de l'intelligence, quant aux quatre coins du monde, donc la rapidité, l'efficacité, la simplicité sont devenus des maîtres mots, et que axiomatiser, déconsidérer, dédaigner, se moquer sont devenus des maîtres verbes. Continuer d'organiser, notamment ici à Namur, les cours et conférences du Collège Belgique constituera bientôt un acte de résistance. Un acte de résistance à l'inculture et au mépris des subtilités de l'esprit. Alors formons tous ensemble le vœu que y assister ne soit pas la nouvelle manière de prendre le maquis et que le chant des partisans ne s'élève jamais depuis cet endroit,
quoique, mais alors ce sera pour en apprécier la ligne mélodique, ou alors ce sera pour rendre un hommage au lyrisme de Kessel et de Druon. Mais revenons à celui qui ce soir va capter tous les regards, aussi j'espère toutes les oreilles, de votre assemblée de maquisards. Alors choisir comme sujet d'une conférence le sujet de l'évolution, celle de l'espèce humaine en particulier, 3 jours après l'investiture d'un président américain qu'on dit darwino-sceptique et plutôt proche des théories et des théoriciens du créationnisme, est somme toute à la fois pétri d'audace, mais aussi répond à une logique implacable. Vous me permettrez d'y voir l'un de ces actes d'insoumission à la tendance lourde de dévoiement de la pensée rationnelle, scientifique, libre, un de ces actes d'insoumission à cette tendance qui s'infiltre et qui s'insinue dans tous les interstices de notre société qui n'ont pas su s'entourer de vigilance. Cher Jean-Jacques Hublin, votre leçon inaugurale d'il y a un peu plus de 3 ans au Collège de France, en janvier 2022, qualifiait dans son titre notre espèce, l'Homo sapiens, et je vous cite, d'espèce invasive. Au regard de la géopolitique mondiale actuelle, de la situation en Ukraine notamment, mais aussi de certaines volontés expansionnistes qui pourraient demain attirer tous nos regards vers le canal de Panama ou le Groenland, on ne peut bien évidemment pas vous donner tort. Le programme de mes réunions provinciales de sécurité, et oui, la sécurité est une des matières des gouverneurs de province, lors desquelles je prévoyais d'évoquer la berce du Caucase ou la balsamine de l'Himalaya pour introduire une discussion plus approfondie sur les dangers de la présence chez nous de la mangouste de Java ou du frelon asiatique, 2 espèces qui, comme leur nom l'indique, sont des colonisateurs invasifs qui n'ont rien à faire sous nos latitudes. Ce programme va devoir être modifié. Je vais devoir songer à l'adapter et à y ajouter dorénavant un point qui pourrait s'intituler, je me lance, technique de lutte contre la dispersion incontrôlée des Homo sapiens au sud du sillon Sambre-et-Meuse et plus précisément dans le Condro namurois. À défaut d'avoir la moindre prise dans nos réunions dont je parlais sur le conflit des plaines de la Dnieper et les aspirations de leurs nouveaux conquérants, bien peu dotés en sapientia. Il y a 300 000 ans, point de David Vincent du Paléolithique, dans les environs du Djebel Irhout, pour nous alerter contre les desseins de conquête de ce futur grand envahisseur. David Vincent, vous vous souvenez, voilà, de cette hominidé d'un genre nouveau, promis à un exceptionnel destin sur la surface de la Terre. Ce soir, mesdames et messieurs, avec Jean-Jacques Hublin, nous allons embarquer dans la machine à voyager dans le temps, et non pas celle qui nous emmènera à la rencontre des Morlocks et des Élois. J'avais très peur quand j'étais petit. Les 2 populations, surtout des Morlocks, pas des Élois, les 2 populations humanoïdes d'un hypothétique futur imaginé par H.G. Wells, mais vers celles des populations qui peuplaient notre planète bleue il y a 300 millénaires. Le National Geographic nous récapitulait naguère, on était en 2017, pour être exact, les 12 théories de l'évolution de l'homme. De la plus plausible pour les profanes, dont je suis, à la plus alambiquée pour les scientifiques, ou même parfois c'était le contraire. En isolant à chaque fois ce moment charnière ou ce fait discriminant qui aurait donné le top départ pour la croissance exponentielle de la branche à laquelle nous sommes toutes et tous, a priori, aujourd'hui accrochés. Entre le singe tueur, le partage de la nourriture, la cuisson des glucides ou la monogamie monnayée, j'ai reformulé un petit peu, peut-être, professeur, qu'au détour des propos que vous allez nous livrer, vous allez nous révéler, sinon votre préférence, à tout le moins votre opinion, sur ces conjectures fumeuses pour les uns, fameuses pour les autres, de plus en plus nombreux aujourd'hui, à propos de ce qui a donné un beau jour à notre lointain ancêtre, ce supplément d'humanité. Quoi qu'il en soit, et j'en termine, dans quelques instants, vous nous direz, en tout cas selon vous, et ceci un peu à la manière de Mark Almond, oui, c'était le chanteur de Soft Cell, What makes a man a man. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée et professeur, une très belle conférence.
Monsieur le gouverneur, Mesdames les députées, Madame Léchevin, Monsieur le président et Monsieur le directeur du Centre d'art vocal et de musique ancienne du Grand Manège, chers confrères, chères consoeurs, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers auditeurs et auditrices du Collège Belgique, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons pour cette séance d'ouverture de la 16e session annuelle du Collège Belgique à Namur. Comme vous le savez, le Collège Belgique entretient depuis sa création des liens étroits de collaboration et d'amitié avec le Collège de France. Il est de tradition que la lecture de la séance d'ouverture soit dispensée par un professeur du Collège de France. Les thématiques ne sont, vous vous en doutez, pas choisies au hasard. Au-delà des connaissances approfondies qu'elles apportent, elles permettent des mises en perspective de notre environnement contemporain. Cette année, le professeur Rublin nous invite à explorer dans un voyage fascinant les origines et expansions d'Homo sapiens. L'évolution humaine a été marquée par une diversification remarquable de lignées archaïques, mais seul Homo sapiens a colonisé l'ensemble de la planète, posant les fondations d'une évolution qui allait transformer notre planète. Les premières sociétés humaines ont su s'adapter à leur environnement et on peut se demander quelles sont les compétences qui leur ont permis de prospérer aussi activement. Le terme « sapiens » en serait-il un indice ? Je me suis souvent interrogée, cher professeur Rublin, sur la raison d'avoir appelé Homo sapiens « sapiens ». Selon mes souvenirs d'humanité, sapiens, provenant du latin, signifie homme sage ou homme qui sait et traduit notre capacité à raisonner. Aujourd'hui, soit quelques décennies plus tard, je m'interroge toujours sur ce qualificatif qui suggérerait que notre espèce est intrinsèquement sage. L'homme moderne a même été classé comme sous-espèce d'Homo sapiens sous l'appellation de Homo sapiens sapiens. Sapiens au carré en quelque sorte. Mince, l'affaire est sérieuse. Mais soyons honnêtes, parfois nous avons l'impression que l'appellation Homo sapiens est un peu trop optimiste, voire ambitieuse. En réalité, il me semble que notre espèce a beaucoup d'autres facettes et comportements qui pourraient mériter une appellation alternative plus précise. En effet, à la lumière des défis contemporains auxquels nous faisons face, comme les conflits géopolitiques, les modifications climatiques, notre sagesse collective et notre capacité à prendre des décisions éclairées pour l'avenir de notre planète sont singulièrement mises à l'épreuve. Et l'on peut fréquemment se demander si le terme « sapiens » est vraiment approprié. Si nos ancêtres avaient peut-être une idée de ce que « Homo sapiens » signifiait, avant qu'on invente la télé-réalité, bien sûr, imaginez ces hommes préhistoriques assis autour du feu, en train de discuter de la meilleure façon de chasser le mammouth, tout en évitant de se faire écraser par l'énorme bestiau. À l'époque, un bon conseil valait son pesant de silex. De nos jours, l'arrivée d'Internet ne semble pas avoir fait évoluer la situation favorablement. Les appellations suivantes ne seraient-elles pas mieux appropriées ? Homo goglus, qui cherche sur Internet comment plier un t-shirt en 2 secondes et se retrouve à regarder pendant 3 heures des vidéos de personnes qui chutent dans des situations rocambolesques. Le signe distinctif d'Homo goglus pourrait être d'avoir trouvé tout ce qu'il ne cherche pas, jusqu'à parfois en oublier l'information initiale qu'il cherchait. Ou encore Homo trollus, qui semble avoir oublié comment mener des conversations sensées et respectueuses. Un signe distinctif constituant à communiquer, voire commenter, sous forme de petits dessins appelés émoticônes. Ou encore Homo selfius, qui a développé une certaine manière de communiquer, en partageant essentiellement des photos de lui-même. Homo selfius présente également un signe distinctif. Les photos sont généralement prises sous un angle avantageux. Si nous avons tous en tête des exemples qui mériteraient la création d'un prix Nobel de l'absurdité politique, les politiciens ne sont pas les seuls à pouvoir manquer de sagesse. Les scientifiques ne sont pas en reste dans certaines conclusions de leurs travaux. Telle cette équipe anglaise qui a reçu un prix Ig Nobel en probabilité, vous savez, ces récompenses parodiques du prix Nobel. Cette équipe a donc reçu un prix Nobel en probabilité pour avoir démontré qu'au plus longtemps une vache reste couchée, au plus la probabilité qu'elle se relève ou remonte. Peut-être pourrait-on leur attribuer le titre d'Homo distractus pour ne pas avoir relu leurs conclusions avec la plus grande attention. Ou encore ce prix Nobel de médecine donné respectivement aux patients X
victime d'une morsure venimeuse de son serpent à sonnette domestique, pour son usage acharné de la thérapie des électrochocs. En effet, à sa propre demande, les fils de commande d'une bougie ont été attachés à sa lèvre et le moteur de la voiture a tourné à 3000 tours par minute pendant 5 minutes. Ce prix a été partagé avec les docteurs Richard Dart du Centre antipoison des montagnes rocheuses et Richard Gustafson du Centre d'hygiène de l'Université d'Arizona pour le rapport médical intitulé « Le non-fonctionnement des électrochocs contre le venin des serpents à sonnette ». Là, on se demande si on ne frôle pas la stupidité, homo stultus. En tout cas, une chose est sûre, le qualificatif de sapiens ne semble pas pouvoir s'appliquer automatiquement en toutes circonstances. Néanmoins, ces prix Nobel de sciences improbables démontrent à quel point les scientifiques regorgent d'imagination. Voici quelques exemples. Un prix en littérature a été attribué à un chercheur de l'école d'affaires de Zeitlin à New York pour avoir méticuleusement rassemblé des données et édité plus de 80 rapports détaillés sur différents sujets existentiels, tels que quel pourcentage de nageurs boivent la tasse du côté peu profond d'une piscine plutôt que du côté profond? Quel pourcentage d'étudiants détestent le goût des choux de Bruxelles? Bon, ben, ils sont célèbres, les choux de Bruxelles, hein, jusqu'à New York. Ou encore, un prix en physique a été décerné à Robert Matthews de l'université Aston en Angleterre pour avoir démontré que le pain grillé tend à tomber préférentiellement du côté beurré. Ou encore ce chercheur qui a consacré sa thèse de doctorat à la sociologie des boutiques de beignets canadiennes. Ou ce chercheur en Arizona qui a inventé le PowSense, un logiciel qui détecte quand un chat marche sur un clavier d'ordinateur. Notez que d'autres chercheurs se penchent actuellement sur les raisons qui poussent un chat à s'asseoir systématiquement sur le clavier de l'ordinateur, bousillant ainsi tout votre travail. Ou ce prix Nobel d'anatomie décerné au célèbre primatologiste Franz de Waal et sa collaboratrice Jennifer Pornorky pour avoir découvert que les chimpanzés peuvent identifier d'autres chimpanzés individuellement simplement en voyant l'image de leur postérieur. Il fallait y penser, non ? Ou encore ce prix Nobel d'aviation, une équipe argentine pour avoir montré que le Viagra aidait les hamsters à se remettre à un décalage horaire. Pourquoi ne pas avoir appelé Homo sapiens Homo imaginandus? Notez que selon Einstein, l'imagination est plus importante que le savoir. Ou encore Homo humoris pour ce maire qui a refusé d'abroger un arrêté datant de 1954 qui interdisait le survol, l'atterrissage et le décollage d'aéronefs sous peine dite soucoupe volante ou cigare volant sur le territoire de la commune sous peine de mise en fourrière immédiate. Notez que l'édile actuel refuse d'abroger le texte car selon lui, l'arrêté est efficace, la preuve, aucun ovni n'est revenu dans sa commune. Certes, cette appellation Homo sapiens, choisie par Carl von Linné, reflète sa vision de l'humanité comme une espèce dotée d'une intelligence particulière, ce que l'on ne peut contester. Mais d'une part, il se basait sur l'état des connaissances du XVIIIe siècle, et de l'autre, faire de l'intelligence synonyme de sagesse me paraît un peu abusif. Dès lors, face à mon interrogation persistante, j'ai pour la première fois utilisé ChatGPT, histoire de découvrir ce que cet outil, si apprécié par certains de nos étudiants, ont à dire sur le sujet. Et voici sa réponse. Les Homo sapiens émergèrent en Afrique, dotés d'une capacité unique à créer des outils, à élaborer des stratégies de chasse, à développer des formes de communication. Au fil des millénaires, nous avons vu l'émergence de la culture, de l'art, de la science, des éléments qui nous distinguent des autres espèces. Les civilisations se sont formées, bâtissant des sociétés complexes, échangeant idées et connaissances. Globalement, cette description est plutôt sympathique, n'est-ce pas? Pourtant, elle contient quelques erreurs. De fait, ChatGPT m'a paru assez anthropomorphe dans sa réponse. Imaginez un instant si d'autres espèces avaient dû se nommer. Les chats pourraient s'être appelés Felis superioris, les chiens Canis optimus amicus, ou encore les éléphants Loxodonta magnus cerebrum, ce sont eux qui ont les plus grands cerveaux parmi les mammifères terrestres, ou encore Loxodonta magna memoria. En effet, nous ne sommes pas la seule espèce à utiliser, à fabriquer des outils, à élaborer des stratégies de chasse, à communiquer. Nous ne sommes pas les seuls à éprouver des émotions, à être conscients, à développer des stratégies de coopération, à éprouver de l'empathie, à mentir, à réaliser des actes politiques, à transmettre la culture, à pratiquer l'art.
En effet, des peintures réalisées par des éléphants ont été vendues chez Christie's à New York pour des sommes respectables, signant ainsi leur statut reconnu d'artiste. Donc il faut bien reconnaître qu'au plus la science se penche sur les compétences des animaux non humains, au plus il devient difficile de nous trouver des singularités. Il me semble néanmoins en avoir trouvé une. En effet, il faut bien reconnaître que jusqu'à présent, seul Homo sapiens a été observé organisant des colloques, des cours-conférences pour discuter de ses préoccupations existentielles. Il me semble qu'Homo sapiens aurait pu être appelé Homo oratorius. Et j'en veux pour preuve que cette année 2025, ce sont plus de 100 conférences et rencontres qui sont proposées par le Collège Belgique et disposées aux 4 coins de la Belgique francophone, mais également à Paris, à Rome et désormais également à Londres. Le programme 2025 à Namur proposera un cycle de cours-conférences consacré à l'évolution de l'agriculture vers des systèmes alimentaires durables. Il y aura également des conférences sur la compréhension de la monnaie, sur la notion de bien commun au travers de la légitimité des gouvernants et la responsabilité des citoyens, des conférences sur la guerre, l'évolution humaine et sur l'automatique. La chaire des montres baroques proposera une conférence-concert sur le baroque français. Je ne peux que vous inviter à parcourir le programme pour en découvrir toute la richesse. Permettez-moi de vous rappeler que l'accès à toutes ces activités est gratuit. Et pour ceux qui n'ont pas pu y assister, les cours-conférences peuvent être réécoutés ou revus sur le site l'académie.tv. L'organisation de ces très nombreuses activités représente une très grande charge de travail. Permettez-moi de remercier en notre nom à tous le professeur Didier Vivier, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, le professeur Jean Leclerc, administrateur délégué du Collège Belgique, ainsi que toute l'équipe, Louis Morès, Quentin Rigny, Mathieu Valnatem et Kevin Saladé. Je voudrais aussi remercier également les membres du bureau du Collège Belgique qui assurent la programmation des activités et à ceux-ci l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, l'Académie royale de médecine de Belgique et l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. La collaboration conjointe des académies permet d'assurer une diversité des thématiques représentées. Chers confrères, chers consoeurs, merci pour votre implication dans les activités du Collège Belgique. Merci également à tous nos partenaires, et tout particulièrement M. Denis Maten, gouverneur de la province de Namur. De remerciements également à M. Olivier Schmitz, gouverneur de la province du Luxembourg, M. Tommy Leclerc, gouverneur de la province du Hainaut, l'ASBL de Grand Liège et sa présidente, Mme Marie-Christine Van Bockestal, le Palais des Beaux-Arts de Charleroi et sa directrice générale, Mme Marie Noble. Nos remerciements vont également à la Fédération Wallonie-Bruxelles, au FNRS et à la Loterie nationale. Grâce aux nombreux homines oratores qui dispenseront les nombreux cours-conférences, il est tout à fait certain que nos fidèles auditeurs et auditrices du Collège Belgique seront renforcés dans leurs compétences d'Homo sapientissimus ou d'Homo curiosus. Au nom du Collège Belgique, je vous souhaite une excellente année 2025, puisque le Collège Belgique a contribué à vous émerveiller, à vous aider à vous interroger et à rester curieux. Monsieur le gouverneur, cher Denis, encore une fois, merci pour l'accueil qui nous est, depuis de très nombreuses années, réservé en ce palais provincial pour le cycle namurois du Collège Belgique. Et mon rôle, mesdames, messieurs, est maintenant de tenter de vous présenter rapidement le professeur Jean-Jacques Hublin que nous allons entendre, l'homme qui parlait aux fossiles, d'une certaine manière. En effet, Jean-Jacques Hublin est paléoanthropologue et il jouit d'un don tout à fait particulier, c'est-à-dire qu'il réussit à rendre l'étude des fossiles aussi captivante que votre série préférée, et je laisse à chacun le choix de la déterminer. Professeur au Collège de France, Jean-Jacques Hublin est l'un des plus éminents paléoanthropologue de notre époque. En d'autres termes, il a passé sa vie à fouiller la terre à la recherche de nos ancêtres. Il est l'auteur de très nombreux travaux sur l'évolution essentiellement des Néandertaliens et sur les origines africaines
des hommes modernes. Né en 1953 à Mostaganem, en Algérie, Jean-Jacques Hublin a tôt fait de comprendre que la biologie et l'évolution étaient ses véritables passions. Et après avoir obtenu son doctorat à l'université de Bordeaux, il commence à s'intéresser à l'un des plus grands mystères de l'humanité. D'où venons-nous? Une question qui est autrement plus complexe encore que d'expliquer l'État belge. C'est vraiment... Et au fil des années, Jean-Jacques Hublin a mené des recherches sur des sites préhistoriques en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient. Imaginez un instant un fossile qui vous raconte ses aventures d'antan. C'est un petit peu ça, son métier. Et après une carrière de recherche au CNRS et au département de préhistoire du Musée de l'Homme à Paris, Jean-Jacques Hublin est nommé professeur à l'Université de Bordeaux. On est en 1999, car il a professeur parce qu'il a toujours tenté d'allier science et pédagogie, et son approche innovante et sa capacité à communiquer des concepts complexes, vous le verrez, font de lui un enseignant hors pair. Et c'est une carrière internationale qu'il va alors mener, puisque depuis 2004, il dirige le département évolution de l'homme à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire de Leipzig en Allemagne. Il a aussi enseigné à l'Université de Californie à Berkeley en 1992, à l'Université de Harvard en 1997, à l'Université de Stanford en 1999 et 2011. Depuis 2010, il dispense régulièrement des cours à l'Université de Leiden aux Pays-Bas. Et en 2011, il est alors choisi pour être le premier président de la Société européenne pour l'étude de l'évolution humaine nouvellement fondée. La familiarité de Jean-Jacques Hublin avec le Collège de France remonte en fait à une dizaine d'années. Tout d'abord dans le cadre d'une chaire invitée, et puis d'une chaire internationale, et enfin de la chaire de paléoanthropologie, créée en 2021, et qui s'inscrit dans une perspective résolument bioculturelle. Je pense que c'est extrêmement important ici de le souligner, en examinant toutes les facettes de l'évolution des hominidés. Une évolution qui remonte évidemment très loin dans le temps et qui est le fruit de compétition, ok, mais aussi d'adaptation, et notamment d'adaptation aux changements environnementaux. On voit toute la modernité de ce sujet. Jean-Jacques Hublin est connu pour ses contributions à la compréhension des Néandertaliens, c'est-à-dire à cette étape de l'évolution où les hommes s'affirment comme des êtres sociaux, capables de créer des outils sophistiqués et même d'enterrer leurs morts avec soin. Ce qui d'ailleurs nous ramène à la conférence que nous avons entendue il y a 2 jours, donnée par un confrère de Jean-Jacques Hublin, le professeur Laurent Coulon, égyptologue, et qui inaugurait la saison 2025, mais à Bruxelles, et qui était consacrée à Osiris, évidemment, une divinité égyptienne de la mort. Et j'en profite pour souligner que le 4 juin prochain, il y aura un colloque au Collège de France sur la mort dans la préhistoire. Donc ce thème est évidemment un thème important et au-delà de la chaire de paléoanthropologie. Les Néandertaliens avaient plus en commun avec nous que ce que l'on pourrait croire parfois. Jean-Jacques Hublin dirige l'équipe paléoanthropologie hébergée par le Centre interdisciplinaire de recherche en biologie et étudie ainsi l'évolution humaine dans une perspective pluridisciplinaire en combinant la recherche traditionnelle sur le terrain, on en donnera un exemple, avec des techniques de laboratoire de pointe et notamment l'analyse de molécules organiques extraites de fossiles. Jean-Jacques Hublin a joué un rôle pionnier dans le développement de la paléoanthropologie virtuelle, qui fait largement appel aux techniques de l'imagerie médicale et industrielle et à l'informatique aussi, pour reconstituer et analyser les restes fossiles. Son centre de recherche combine aussi l'anthropologie et l'archéologie avec d'autres sciences naturelles et sociales pour étudier comment la biologie, la culture et l'écologie des hominidés ont interagi au cours de leur évolution. Ceci conduit à l'étude de sujets aussi variés que spéciation et extinction,
évolution des rythmes de croissance, mais aussi du développement cérébral chez les hominidés, paléodémographie, mobilité humaine, évolution de la technologie et de la transmission culturelle, adaptation, subsistance, utilisation du paysage ou encore réponse aux changements environnementaux, je le disais il y a un instant. Jean-Jacques Hublin s'est aussi intéressé à l'histoire de sa discipline, notamment un boucher de Perthes qui est évidemment fondamental en préhistoire. Parmi les nombreuses contributions de Jean-Jacques Hublin, il en est une qui a créé un buzz, dirait-on. Ce sont évidemment ses découvertes au Maroc. En 2017, il a dirigé avec le professeur Abdelwaded Ben Nader une équipe internationale. Une équipe internationale qui a mis au jour des restes d'Homo sapiens vieux de 300 000 ans, ce qui repoussait d'environ 100 000 ans à peu près les origines, et qui était associé à des outillages de pierre et des restes de faune sur le site, le gouverneur l'a déjà évoqué, du Djebel Irhoud. Ces découvertes ont fait l'effet d'une petite révolution dans le monde de la paléoanthropologie. Elles firent même l'objet d'une couverture du New York Times, qui est quand même assez rare dans le monde archéologique, il faut dire. On n'a pas souvent la couverture du New York Times. C'était le 7 juin 2017. Et elles valurent notamment à Jean-Jacques Hublin le prestigieux prix Balzan, qui lui fut décerné en septembre 2023. En effet, cette découverte réécrit l'histoire de notre espèce, non seulement en repoussant à peu près 100 000 ans l'origine d'Homo sapiens, mais aussi en prouvant qu'Homo sapiens n'est pas seulement un produit de l'Afrique de l'Est, comme le pensait la théorie classique, mais qu'il a évolué dans diverses régions du continent, et le titre de sa conférence l'évoquera probablement. Ces découvertes ont également mis en lumière des caractéristiques anatomiques qui rapprochent encore plus nos ancêtres de nous, soulignant que nous partageons des racines communes bien plus anciennes que prévu. Ces fossiles sont en fait, on pourrait dire, les selfies de nos ancêtres. Grâce à ces recherches, notre compréhension d'Homo sapiens s'est enrichie, nous rappelant que nous sommes le fruit d'une longue et complexe histoire d'évolution parsemée de découvertes et de surprises. En plus de ces recherches, Jean-Jacques Hublin est un fervent défenseur de la diffusion des connaissances scientifiques. Et il a participé, bien sûr, à de nombreuses conférences, à des émissions de télévision, à des émissions de radio aussi, où il a captivé un très large public, non sans humour. Je vous renvoie d'ailleurs à une série radiophonique, je pense de 5 épisodes sur France Culture, intitulée « Mon beau sapiens », ce qui vous donne une idée de la tonalité. En somme, Jean-Jacques Hublin est bien plus qu'un simple professeur au Collège de France, qui n'est déjà pas mal, vous en conviendrez. C'est un explorateur du temps qui, armé de sa passion, nous invite à plonger dans les profondeurs de notre passé, et c'est encore ce à quoi il nous invite aujourd'hui, et évidemment, je tenais à l'en remercier très vivement. Je lui cède la parole. Bonsoir, bonsoir à tous. Je remercie bien évidemment le Collège Belgique pour cette invitation à Namur. Sur un plaisir de venir en Belgique. Alors, on m'a dit qu'il fallait que je parle à peu près 1h15. Je ne sais pas si c'était très prudent, parce que j'ai tendance quand même, en général, à parler un peu plus longtemps que ce qui m'est accordé. Bon, quand vous en aurez assez, arrêtez-moi. Je vais donc vous parler de l'origine et du développement de notre espèce. Et puis, je l'espère, cette conférence sera suivie d'une discussion qui permettra peut-être d'aborder des sujets que je vais juste effleurer, qui sont d'ailleurs peut-être des sujets plus généraux à propos des mécanismes de l'évolution et de l'évolution des hominines en général, c'est-à-dire le groupe auquel nous appartenons. Alors, l'espèce humaine, aujourd'hui,
C'est une espèce qui montre une certaine diversité, auquel on a accordé beaucoup d'importance dans le passé, mais cette diversité est quand même assez, je dirais, modeste comparée à ce qu'on trouve dans d'autres espèces de mammifères. Je ne dirais pas qu'elle est juste cosmétique, mais l'espèce humaine actuelle est quand même une espèce qui est extrêmement homogène, du point de vue génétique et d'autres points de vue. Et cette homogénéité, bien, elle tient à un fait assez simple, c'est que tous les hommes qui vivent sur Terre aujourd'hui ont une origine commune relativement récente, et donc ils sont diversifiés, mais dans le fond beaucoup moins que certains autres mammifères qui ont une histoire évolutive beaucoup plus longue. Alors cette espèce unique, humaine, qui peuple la planète, ça nous paraît être la situation normale. Hein. En fait, ça n'est pas normal du tout. C'est-à-dire que si on remonte dans un passé pas très lointain, eh bien, on se rend compte que, en fait, la planète a été peuplée par toutes sortes de formes d'hominines. Là, vous avez un petit arbre de l'évolution de ses parents et ancêtres de l'homme au cours du dernier million d'années. Vous voyez qu'il y en a pas mal quand même. Hein. C'est-à-dire que si on remonte, disons, il y a 200-300 000 ans dans le passé, eh bien, on a au moins 5 ou 6 espèces différentes qu'on a identifiées aujourd'hui, humaines. Alors vous voyez, j'ai un peu de mal à prononcer le mot, hein, espèce humaine. Il y a beaucoup de discussions pour savoir si ce sont de vraies espèces ou des espèces en voie de formation. On en discutera peut-être tout à l'heure à propos de l'homme de Néandertal. Enfin, vous voyez sur la droite, là, une petite créature qui existait il y a encore 50 000 ans dans l'île de Flores, en Indonésie. C'est un petit bonhomme qui fait un peu plus d'1 mètre de haut, qui a un cerveau gros comme une orange, enfin un pamplemousse on va dire, et qui est quand même fort différent de la dame qui est derrière lui. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de discussions au sein des paléontologues pour reconnaître qu'il s'agit d'une espèce humaine différente. Donc voilà, un monde passé avec une très très grande diversité. Et au sein de toutes ces espèces, il y en a que vous connaissez, on a déjà cité leur nom. Vous voyez sur la gauche de l'arbre, il y a des barres marron-rouge. Il s'agit de formes eurasiatiques. Donc les hommes de Néandertal dans l'ouest et le centre de l'Eurasie. Et puis en Orient, un groupe frère, un groupe apparenté aux Néandertal qu'on appelle les Denisoviens, qu'on a découvert seulement il y a quelques années. Et vous voyez qu'il y a une seule de ces barres qui atteint le haut du cadre, c'est la nôtre, donc cette espèce d'Homo sapiens, qui est une espèce donc unique aujourd'hui. Je vous ai parlé de la taille du cerveau de cet Homo floresiensis, je vous ai dit la taille d'un pamplemousse. C'est quand même pas la situation générale pour toutes ces formes dominines. Et en fait, on pourrait dire que les formes dominantes au cours surtout du dernier demi-million d'années, ce sont des formes à grand cerveau. Et là, vous avez sur ce diagramme des points qui vous montrent l'évolution, alors non pas de la taille du cerveau, mais de ce qu'on appelle le coefficient d'encéphalisation, qui a un coefficient qui tient compte de la masse corporelle et de la taille du cerveau chez des mammifères, entre guillemets, moyens. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, un mammifère moyen, c'est quoi ? C'est un chien. Voilà, un chien, ça a un coefficient d'encéphalisation de 1. Et donc, nous avons un cerveau qui fait à peu près 6 fois ce qu'elle devrait être si nous étions des mammifères moyens. Mais manifestement, nous ne sommes pas des mammifères moyens. Vous voyez que cette augmentation au cours du dernier demi-million d'années, surtout de la taille du cerveau, c'est quelque chose qui ne se produit pas seulement dans notre espèce, mais aussi chez des hommes de Néandertal. Puis à droite, je vous ai mis un fossile qui vient de Chine, qui est très probablement un de ces Denisoviens. Alors pourquoi on a cette augmentation de la taille du cerveau ? Eh bien, parce que, dans le fond, toutes ces espèces sont soumises un peu aux mêmes pressions de sélection.
il y a un avantage à avoir des capacités cognitives plus élevées. Pourquoi? Parce que, dans le fond, toutes ces espèces sont engagées un petit peu dans le même processus. Hein. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de développer ça beaucoup, mais ce processus, c'est quoi? Eh bien, c'est un processus de complexification, dans le fond, qui s'appuie sur deux piliers. D'un côté, les hominines, en général, sont des formes qui entretiennent des relations sociales complexes, c'est-à-dire qui sont capables de créer des coalitions d'individus. Alors les Homo sapiens, alors pour le meilleur et pour le pire, sont capables de constituer des coalitions d'individus immenses qui, comme je le disais, peuvent collaborer pour le meilleur et pour le pire. Donc il y a cet aspect-là qui crée cette pression de sélection, complexité sociale. Et puis, il y a un autre aspect qui est que ces individus, ils sont engagés dans ce qu'on appelle en biologie une construction de niche, c'est-à-dire qu'ils modifient leur environnement. Alors au début, c'est modeste, hein. Voilà, c'est de l'habitat, c'est du vêtement, c'est du feu, donc c'est une modification à petite échelle, mais ça s'est étendu de plus en plus, et ça n'est pas quelque chose qui est propre à l'homme moderne, à l'Homo sapiens. On connaît ça chez d'autres hominines. Juste un exemple, des hommes de Néandertal qui vivaient il y a 125 000 ans en Allemagne, on pense qu'ils mettaient le feu à la forêt parce qu'ils préféraient avoir un environnement plus ouvert qu'un environnement couvert. Donc le feu en particulier, chez les chasseurs-cueilleurs, c'est quelque chose qui, jusqu'à des périodes récentes, a été utilisé pour modifier le paysage et pour modifier les capacités de chasse et de collecte. Et donc cette modification de l'environnement, cette tendance à créer des environnements artificiels, alors là, ici, on est en plein dedans, hein, l'environnement artificiel, c'est vraiment un trait des hominines. Et on a tout ça à l'œuvre chez toutes ces espèces à des degrés divers, et donc c'est pour ça qu'elles ont un cerveau de plus en plus gros. On va en reparler, mais ce cerveau de plus en plus gros, alors c'est drôlement bien d'avoir un gros cerveau, mais ça coûte cher et ça pose des tas de problèmes. Ce qui est tout à fait fascinant quand on compare toutes ces formes à grand cerveau, c'est que quand même elles sont très différentes les unes des autres. Donc on est très très loin de la diversité des hommes actuels. Là sur la droite, vous avez deux crânes de chimpanzés, qui sont deux espèces de chimpanzés qui vivent au nord et au sud du fleuve Congo. Donc c'est le chimpanzé commun et le chimpanzé nain. Alors je ne sais pas combien de vous dans la salle sont capables de reconnaître le chimpanzé nain et le chimpanzé commun, mais ce n'est pas évident, hein, même pour un spécialiste. Ces deux espèces, elles se sont séparées il y a plus de 2 millions d'années. Donc après 2 millions d'années d'évolution, voilà le résultat. On a quand même deux crânes qui continuent à se ressembler quand même beaucoup. Et alors, de l'autre côté, à gauche, vous avez un crâne d'homme de Néandertal, qui vient du sud-ouest de la France, et puis un crâne d'Homo sapiens du Gravétien, ce fameux homme de Cro-Magnon, hein. Et là, je peux vous dire que si vous montrez ces crânes-là à des enfants d'une classe, d'une école primaire, ils vous disent tout de suite que c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, ils décrivent assez bien les différences faciales en particulier. Pour vous donner une autre illustration de cette divergence, alors là, on rentre dans le détail de l'anatomie. Cet os que vous voyez représenté, c'est un os de l'oreille moyenne qu'on appelle l'enclume, incus. C'est un des osselets de la chaîne de l'oreille moyenne. Alors en faisant de la morphométrie 3D, c'est-à-dire qu'en gros on met des repères géométriques coordonnés dans l'espace, hein, sur cet objet, on a des outils mathématiques qui permettent de mesurer les différences de forme. Et le diagramme que vous avez là vous montre une distribution d'individus qui appartiennent à plusieurs espèces, des gorilles, des chimpanzés, des hommes de Néandertal, avec donc la variabilité de cet os dans ces différentes espèces. Et vous voyez qu'en termes de morphologie, la distance morphologique qu'il y a entre un Homo sapiens et un Néandertal, c'est du même ordre de grandeur que la différence qu'il y a entre un gorille et un chimpanzé, ou même un gorille et un homme actuel. Donc on est assez
dans le fond, perplexe devant cette rapide divergence qui est liée probablement au fait que toutes ces espèces d'hominines sont dispersées sur pratiquement la moitié de la planète pendant 1 million d'années, qu'elles ont eu le temps de diverger, et probablement que d'autres mécanismes que ceux qui sont à l'œuvre chez nos chimpanzés africains, au nord et au sud du fleuve Congo, sont à l'œuvre pour, dans le fond, accélérer cette divergence. Alors je vais spoiler tout de suite la fin de ma conférence, comme ça vous saurez où je veux en venir. L'histoire, c'est quoi? Eh bien, c'est que pendant plusieurs centaines de milliers d'années, on a ces espèces à grand cerveau qui existent essentiellement en Eurasie, dans les latitudes moyennes et dans les latitudes méridionales, donc les Néandertals à l'ouest et au centre de l'Eurasie, les Denisoviens à l'est. Et puis en Afrique, eh bien, c'est le berceau de notre espèce. Et ça a duré pendant assez longtemps. Il y a eu quand même des fluctuations de ces frontières, si je peux dire. Mais la fin de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il y a à peu près 50 000 ans, ces Homo sapiens qui ont évolué pendant au moins 250 000 ans en Afrique vont commencer à se répandre hors d'Afrique et vont remplacer toutes ces autres formes qui existent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus que des Homo sapiens sur Terre. Alors on sait que ce n'est pas un remplacement complet, c'est un remplacement avec des fuites, si je peux dire. C'est-à-dire qu'ils ont quand même un petit peu absorbé, mais c'est quand même assez marginal. Et ce phénomène, enfin ce grand remplacement, si j'ose le terme, c'est, de mon point de vue, probablement l'événement le plus important de toute l'évolution des hominines au cours du dernier million d'années, et même peut-être au cours de l'évolution des hominines en général. Évidemment, c'est un sujet qui intéresse beaucoup mes collègues, qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire que dans le fond, on aimerait bien savoir le comment et le pourquoi de ce phénomène qui a amené la situation que nous connaissons aujourd'hui, d'une espèce qui s'est répandue absolument partout, même dans les zones qui sont les plus hostiles, qui paraissaient quasiment inhabitables. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elles l'ont fait. Pourquoi? Elles l'ont fait comment? Non pas en s'adaptant biologiquement à ces environnements. Alors, elles s'adaptent quand même un peu biologiquement à ces environnements extrêmes. Faut pas exagérer. Mais c'est surtout grâce, d'une part, au développement de technologies. Donc voilà, si vous voulez vivre au Groenland, il vaut mieux avoir des anoraks, des igloos, des kayaks et tout ça, sinon ça va être compliqué. Et puis aussi parce que y a cette capacité de coopération entre des individus, alors à des niveaux qui peuvent être des niveaux familiaux ou de petits groupes, mais aussi à des niveaux bien plus élevés. Alors comment est-ce que, dans le fond, on en est arrivé à ce scénario, donc, qui est le scénario final, si je peux dire? Il faut dire que si on remonte dans le temps, disons dans les années 1970, la vision qu'on avait de l'évolution de notre espèce était quand même assez différente. Il y avait un modèle qui était un modèle plutôt dominant, qui était un modèle qu'on appelait multirégional, c'est-à-dire d'émergence dans différentes régions du monde, d'Homo sapiens modernes à partir de formes archaïques locales. Je passe rapidement là-dessus parce que ça pose quand même quelques problèmes, j'allais dire, théoriques difficiles à surmonter. Mais enfin, on aimait bien ça. Vous voyez, les gens aimaient bien. Les Chinois, ils aiment bien avoir des ancêtres chinois, les Européens, des ancêtres européens, etc., etc. Et ça a été complètement remis en cause par deux types de travaux, des travaux dans le domaine de la génétique et des travaux dans le domaine de la paléontologie. Alors la génétique, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 80, on a commencé à avoir les outils pour faire du séquençage de l'ADN qu'on n'avait pas avant. Donc on savait que l'ADN, ça existait, mais on avait un peu de mal à l'étudier. Et il y a un article qui est paru en 1987, qui était signé par Kahn, Stone King et Wilson, qui étaient deux étudiants et leur professeur à l'université de Berkeley. Et ils ont publié un article dans Nature sur la diversité de l'ADN mitochondrial humain. Alors je vais tout de suite vous dire ce que c'est l'ADN mitochondrial, parce qu'on va revenir là-dessus plusieurs fois.
Donc, pour simplifier, on a 2 ADN. Un ADN qui est l'ADN qui est dans le noyau de nos cellules, celui qu'il y a dans nos gamètes, nos spermatozoïdes, nos ovules, etc. C'est l'ADN qui code nos caractères et qui est une molécule assez compliquée. Et puis il y a un autre ADN qui est ce fameux ADN mitochondrial. Cet ADN mitochondrial, il est porté par des petites organites cellulaires. C'est un ADN très simple. On pense que ces organites sont d'anciennes bactéries qui ont été absorbées par les eucaryotes, par les cellules. Donc ce sont des sortes de bactéries qui vivent dans nos cellules et qui se divisent, qui ont leur petit ADN à elles. Et cet ADN, il est très simple, comme je l'ai dit, et il est transmis uniquement des mères à leurs enfants. Pourquoi? Parce que dans les ovules, il y a des mitochondries, donc ces petites organites, il n'y en a pas dans les spermatozoïdes. Et donc, il ne se produit pas avec l'ADN mitochondrial le genre de mélange, de recombinaison qu'on a avec l'ADN nucléaire. Donc c'est beaucoup plus simple à analyser, à étudier. Et puis surtout, il y en a beaucoup, parce que voilà, de l'ADN nucléaire, il y en a dans le noyau, mais c'est tout. Donc on a 2 copies par cellule, et puis c'est terminé. Tandis que l'ADN mitochondrial, on peut avoir des centaines de mitochondries dans une seule cellule, donc en gros, on en trouve beaucoup. Et donc les premières études ont utilisé cette simplicité, et ce que montraient ces études, c'est quoi? Alors, c'est ce qu'on voit dans ce diagramme, c'est qu'en fait, la région du monde aujourd'hui où on voit la plus grande diversité de cet ADN mitochondrial, c'est l'Afrique. Et toutes les populations qu'on trouve hors d'Afrique sont une sorte de branche africaine qui se serait diversifiée. Donc c'est un des rameaux africains qui s'est diversifié. Et évidemment, l'explication de ça, c'est, on est très vite venu à cette idée qu'on avait des origines africaines avec une diversité africaine, et puis que cet arbre africain, il y avait une branche qui était sortie, qui était passée au-dessus du mur des voisins et qui avait donné toutes les autres populations humaines. Alors à l'époque, ça a été un truc formidable. Hein. Je vous montre ici la couverture de Newsweek de 1987. Hein. On a vu immédiatement fleurir tout un vocabulaire, l'Ève africaine, le jardin d'Éden, enfin... Bon, mais le monde anglo-saxon est quand même très imprégné de Bible. Et donc, il y a tout un vocabulaire biblique qui s'est développé autour de ce concept. Vous verrez qu'on en est un tout petit peu revenu, mais j'insiste là-dessus, ça a vraiment été un changement de paradigme. Et donc, on a basculé dans une nouvelle façon de voir l'évolution humaine qui était une origine récente de toutes les populations non africaines en Afrique. Alors ça a été confirmé par tout un tas d'études, je ne vais pas détailler ça. Ici, c'est le chromosome Y. Alors, je vous ai dit, l'ADN mitochondrial est transmis par les femmes à leur descendance mâle et femelle. Alors, le chromosome Y, c'est encore mieux. C'est les mâles le transmettent à leur descendance mâle. Et on a exactement la même histoire, c'est-à-dire une grande diversité en Afrique. Et puis, ce qu'on trouve en dehors d'Afrique, c'est une branche africaine qui s'est diversifiée. Alors, parallèlement à ça, on avait de nombreuses découvertes qui se produisaient. Ces découvertes en Afrique, elles ont surtout eu lieu en Afrique subsaharienne et singulièrement en Afrique de l'Est. Alors, de mon point de vue, pourquoi ça s'est produit surtout en Afrique de l'Est? Tout bêtement parce qu'il y a les conditions géologiques favorables à la conservation de tous ces sites, de tous ces fossiles. Et puis, vous savez, les gens qui cherchent, ils aiment bien aller chercher là où on trouve. Et donc, voilà, quand vous avez donné beaucoup de mal pour trouver de l'argent, pour aller sur le terrain, etc., vous préférez assurer le coup et aller là où on a déjà trouvé. Et donc, on a trouvé de plus en plus de ces fossiles, toujours en Tanzanie, au Kenya, en Éthiopie, etc. Et donc, est apparue cette notion que le fameux jardin d'Éden, c'était quelque chose qui se trouvait quelque part en Afrique de l'Est, donc une zone géographique relativement restreinte, où on voyait apparaître des Homo sapiens il y a environ 200 000 ans.
Alors, soit dit en passant, on voyait cette émergence comme un peu adamique, si je peux reprendre encore un terme biblique, c'est-à-dire un beau matin, il était apparu des hommes quasiment comme vous et moi, des hommes et des femmes. Et donc après, ce qui s'était passé, c'était un peu cosmétique. Bon, alors c'est une évolution surtout culturelle, technique. Hein. Bon, voilà, Jules César n'avait pas de Mercedes parce que la marque n'avait pas été encore créée, mais c'est un petit peu ça qui nous séparait de ces hommes modernes, comme on les appelait, ces premiers hommes modernes. Alors, on vous a déjà parlé de Djebel Irhoud. Nos découvertes, enfin nos travaux au Maroc ont quand même, je vais dire, gravement endommagé ce modèle du Jardin d'Éden et cette émergence adamique de l'Homo sapiens. Pourquoi? Alors d'abord, on a trouvé des fossiles qui ressemblent beaucoup à des Homo sapiens, mais qui sont quand même beaucoup plus primitifs que les formes qu'on avait en Afrique de l'Est. On a beaucoup insisté sur le fait que voilà, on était passé de 200 000 ans à 300 000 ans. Bon, de mon point de vue, on s'en fiche un peu, que ce soit 200 000 ans ou 300 000 ans ou 400 000 ans ou 250 000 ans, ça ne change pas grand-chose de mon point de vue. De mon point de vue, ce qui est vraiment important, c'est deux choses. D'abord, ben, voilà, on a trouvé ces fossiles là où on ne les attendait pas. Quand on est en Afrique, c'est difficile d'être plus loin que l'Afrique de l'Est que le Maroc. Hein. Donc là, on est vraiment à l'autre bout de l'Afrique. Et ensuite, ce qu'ont montré ces fossiles, c'est que oui, on peut les rattacher à notre espèce, en particulier à cause de caractères faciaux. Alors, je ne dis pas que c'est des gens qu'on pourrait rencontrer dans le métro demain, mais à Paris, encore qu'on rencontre toutes sortes de gens dans le métro à Paris, mais sont quand même très très proches de nous, du point de vue de l'anatomie faciale, du système masticateur, etc. Mais vous allez voir qu'en même temps, ils ont d'autres caractères, en particulier des caractères de leur encéphale, de leur cerveau, qui sont des caractères plus primitifs, qu'on ne trouverait pas chez des gens aujourd'hui. Et donc ça montre quoi? Ça montre que cette notion d'émergence comme ça, brutale et localisée, ben, elle est complètement fausse, c'est-à-dire qu'on a non seulement probablement une région beaucoup plus vaste où il faut situer ce berceau d'Homo sapiens, mais aussi une évolution tout à fait significative de cette espèce depuis 300 000 ans. Alors je vous refais pas le coup du buzz, hein. Donc nous avons publié ces résultats dans 2 articles dans Nature. Ça a été une petite révolution, c'est vrai. Donc la date, 300 000 ans, et puis tout ce qu'on a pu découvrir sur ces fossiles. Je me souviens, dans les 15 jours qui ont suivi la sortie de ces articles, vous savez, Nature fait des recensions de tout ce que dans la presse on raconte sur les articles, etc. Alors là, il y en a eu 3000 en 2 semaines dans la presse internationale. Donc ça, ils étaient contents, hein, Nature, hein, parce que c'est quand même un journal commercial. Hein. Et nous aussi, d'ailleurs, on était très contents. Donc ça vraiment, je pense que ça a modifié beaucoup notre façon de voir l'évolution de notre espèce. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont un peu engouffrés dans le créneau. Et donc, il y a des modèles d'origine panafricaine de l'espèce, qui était d'ailleurs, c'était le titre de notre article. Mais il y a des gens qui sont venus après qui ont dit oui, mais moi j'avais déjà pensé à ça. Ils ont proposé des jolis schémas, tout ça avec très bien écrit en anglais. Et donc, c'est un modèle aujourd'hui qui est devenu le modèle un petit peu de référence, en tout cas celui sur lequel on travaille. Et de fait, on a en Afrique, alors pas à 300 000 ans, mais un petit peu après, on a des formes en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, qui quand même évoquent pas mal ces formes de Djebel Irhoud. Alors je vous ai dit que ces hommes de Djebel Irhoud, ils nous ressemblaient par certains caractères, c'est pour ça qu'on les a rattachés à notre espèce, mais en même temps, ils ont quand même des caractères plus primitifs, et j'ai parlé de leur encéphale.
Ce que vous avez là, c'est encore une analyse de la forme par morphométrie, ces méthodes mathématiques qui permettent de calculer des distances, toujours pareil, hein, on prend un objet, on met des repères dessus, et puis on a des programmes informatiques qui permettent d'analyser la distribution spatiale de ces repères et de comparer, voilà, un verre à pied et puis un verre à moutarde, et de vous dire le verre à pied, il est différent du verre à moutarde, et tous les verres à pied vont se grouper ensemble dans les analyses, et les verres à moutarde vont être à part. Donc on peut faire ça avec n'importe quoi, des verres à moutarde, des verres à pied, des dents, des cerveaux, tout ce qu'on veut. Ce que vous avez là à gauche vous montre justement une analyse morphométrique de ce type-là sur... Alors malheureusement, on n'a pas de cerveau d'homme de Néandertal. On aimerait bien, mais... Ce qu'on a, c'est la boîte dans laquelle était le cerveau. Quand même, la boîte, ça donne une bonne idée de la taille, de la forme générale et même de l'organisation générale de certains éléments de l'encéphale. Et ce que vous voyez, c'est que dans une étude comme celle-là, qui est une analyse en composantes principales, on a deux axes, un axe horizontal et un axe vertical. Ce qui se passe le long de l'axe horizontal, c'est essentiellement des changements de taille. C'est-à-dire que le triangle vert, c'est une version plus petite du triangle rouge. Hein. Et donc, en gros, ça montre quoi? Ça montre qu'au cours du temps, quand on passe de formes anciennes comme les Homo erectus à des formes archaïques plus récentes comme les hommes de Néandertal, ce qui change essentiellement, c'est la taille, avec des petits changements de forme, mais qui sont le résultat de ce changement de taille. Et ces polygones bleus violacés que vous voyez, eux, représentent des populations, des échantillons d'Homo sapiens de différentes périodes du passé. Ceux de Jebel Irhoud, c'est le triangle bleu qui est numéroté 1, c'est les premiers. Et puis après, il y a, vous voyez, des polygones qui sont de plus en plus récents, 2, 3, 4. Alors 4, c'est nous, hein, c'est les hommes actuels. Alors il y en a beaucoup, donc on a beaucoup de variations. Et alors, ce que ça montre, ça, c'est quoi? Ça montre qu'en fait, dans notre espèce, il s'est passé quelque chose d'un peu différent de ce qui s'est passé dans les autres espèces. Je vous ai parlé de cette course à l'augmentation de taille. Dans le fond, ce qu'on voit dans ce schéma, c'est que dans notre espèce, depuis 300 000 ans, la taille a changé assez peu, en fait. Il y a une petite augmentation, mais petite. Hein. Et ce qui change, c'est la forme, c'est-à-dire c'est ce qui se passe le long de l'axe vertical. Hein. Et donc, en gros, l'idée, c'est quoi? C'est que dans notre espèce, on a mis le pied sur le frein sur l'augmentation de taille. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, le cerveau, ça coûte très très cher en termes métaboliques. Votre cerveau consomme 10 fois plus d'énergie que la moyenne des autres tissus de votre corps. Et donc, quand on agrandit le cerveau, ça pose des tas de problèmes au niveau obstétrical, évidemment, mais aussi au niveau énergétique, au niveau alimentaire, à toutes sortes de niveaux. Si ça vous intéresse vraiment, je viens de produire un livre qui s'appelle « La tyrannie du cerveau », et qui explique un peu tout ça et remet en perspective un peu l'évolution humaine à la lumière de ce coût énergétique du cerveau. Et donc, ce qui se passe dans notre espèce, c'est que dans le fond, on a mis le pied sur le frein de la taille, mais probablement, on a quand même réussi à augmenter les capacités cognitives par une réorganisation du cerveau. En particulier, on voit des régions comme par exemple, ce qui est entouré en rouge, c'est le cervelet, une partie qui est à l'arrière du crâne, là, dont certaines parties dans notre espèce commencent à se développer de façon un peu accélérée. Et on sait que, alors le cervelet, tout le monde s'en fichait autrefois parce que c'est ce qui sert à la coordination motrice. Hein. Vous faites de la bicyclette, vaut mieux avoir un cervelet qui marche bien. Mais quand on parle aussi, ça sert d'avoir un cervelet qui marche bien. Parce que quand je vous parle, là, je produis 4 phonèmes par seconde. Et il vaut mieux avoir une bonne coordination motrice de ses lèvres, de sa langue, de son souffle, de ses cordes vocales. Le cervelet, il est aussi connecté à toute une série de régions du cortex cérébral et il est impliqué notamment dans les circuits de récompense, les régions qui produisent la dopamine dans le cerveau.
Et ça, c'est très important pour les interactions sociales. Parce que si vous n'êtes pas content avec vos interactions avec vos voisins ou vos partenaires, eh ben, vos interactions, elles se limitent. Alors que les hommes et les femmes, ils peuvent être très, très, récompensés, excités, heureux de ces relations. Et on sait, on a fait même des expériences sur des souris qui montrent que ce cervelet, bon sang, eh ben, il intervient dans les interactions sociales. Alors évidemment, on n'a pas le détail de cette évolution à l'intérieur du cerveau, mais on sait quand même que depuis la divergence de notre espèce avec les autres, les Néandertals, les Denisoviens, etc., il y a un certain nombre de mutations qui se sont produites sur des gènes de notre génome, donc qui codent des protéines, et que ces mutations, elles sont vraiment remarquables parce que, vous savez, pour chaque gène, il existe différents variants. Hein. Donc il y a une variabilité, on parle de polymorphisme pour les gènes, donc pratiquement n'importe quel gène, il y en a à peu près 20 000, voilà, il y a des variétés, donc on peut regarder les proportions de ces variétés chez ces différentes populations. Cette liste-là, ce sont des gènes pour lesquels il n'y a pas de polymorphisme. Tout le monde a le même variant. C'est-à-dire dans toutes les populations humaines actuelles, elles ont ce variant-là à 100% ou 95% ou 97%. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce variant-là, qui n'existe pas chez Néandertal et chez Denisova, il doit être drôlement important du point de vue de la sélection naturelle. Parce qu'il s'est imposé partout. C'est-à-dire que dès qu'il a existé quelque part, il s'est répandu et toute la descendance a eu ce variant. Et dans ces gènes, il y en a certains, ils sont colorés là en rouge, en vert, qui sont directement impliqués dans la production des neurones, leur prolifération, la connectivité du cerveau. Et on sait aussi que les gènes, c'est important, mais ce qui se passe autour des gènes, c'est-à-dire tout ce qui contrôle l'activité des gènes, c'est encore plus important. Et là aussi, il s'est passé des tas de choses. Donc voilà, l'idée générale, c'est quand même que dans notre espèce, il s'est passé quelque chose de ce point de vue-là, alors qui n'est pas, j'allais dire, fondamentalement différent de ce qui se passe chez les autres, hein, mais disons qu'on a pris un chemin de traverse et puis ça s'est accéléré, on est allé plus vite et probablement on a passé une sorte de seuil avant d'autres espèces. Alors je reviens à mes hommes de Jebel Irhoud. Ils sont associés à des outillages que les archéologues appellent du Middle Stone Age, hein, voilà, beaucoup de choses pointues, des objets, des racloirs convergents, des points, des choses comme ça, qui sont faits à partir d'éclats, d'ailleurs, assez similaires à ce que les Néandertals font. Hein. Et ce Middle Stone Age, on trouve les formes les plus anciennes à Jebel Irhoud, et puis, disons, à partir de 300 000, 250 000, on en trouve un petit peu partout en Europe, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud. Alors, on n'en trouve pas dans la forêt équatoriale, c'est difficile de trouver des sites archéologiques dans la forêt équatoriale, mais on en trouvera, en tout cas au Sahel, il y en a, peut-être pas aussi ancien que ça, mais il y en a. Ce Middle Stone Age, il succède à d'autres industries, on le reconnaît assez bien, et on pense que c'est un marqueur de cette occupation de l'Afrique par les formes anciennes de Sapiens. Et donc vous voyez que s'il y a un jardin d'Éden, s'il y a un berceau de l'humanité, c'est quand même un berceau drôlement balèze, hein, parce que c'est la taille de l'Afrique, hein, qui est un continent énorme. Alors pourquoi on s'intéresse tant à ce Middle Stone Age? Parce que ce Middle Stone Age, il va évoluer en Afrique, et on va le voir se diversifier dans différentes régions d'Afrique, donc il y a une sorte de différenciation culturelle, si je peux dire, probablement liée d'ailleurs à des populations différentes de sapiens. Et on voit, à partir de, disons, 150 000, quelque chose comme ça avant le présent, on voit dans ce Middle Stone Age apparaître des technologies, des comportements qui sont nouveaux. Alors, c'est avec beaucoup de regret que j'ai donné ce titre à cette diapositive, parce que des tas de collègues archéologues détestent cette notion de modernité culturelle, mais bon, tant pis. Je pense que
à des fins pédagogiques, c'est quand même utile. Ce qu'on voit se produire dans ces industries du milieu Stone Age, c'est d'une part une complexification, une sophistication, si vous voulez, de la production d'outils et d'armes en pierre, en particulier une prolifération de pointes qui sont des pointes probablement d'armes de jet. On a des outils en os qui aussi se développent. Alors tout ça, ça existe dans le monde des Néandertals, mais j'allais dire pas autant. Et puis alors, surtout, ce qui a vraiment attiré l'attention des archéologues, c'est ce que vous voyez en bas de la diapositive, des objets qui servent à rien. Qui servent à rien. Des objets non utilitaires, c'est-à-dire, vous avez à gauche une espèce de bloc de roche rougeâtre sur lequel on a gravé des losanges. Voilà. Et puis, à droite, des coquillages percés. Et ces coquillages percés, ce n'est pas des choses qu'on mange, ce n'est pas des choses qui servent à fabriquer quelque chose ou qui est utile pour chasser. Non, ce sont des objets qui sont probablement des objets qui ont une valeur symbolique. On connaît dans des populations de chasseurs-cueilleurs des objets de ce genre. Ce sont des objets qui servent de marqueurs du statut des individus, voire de marqueurs de l'identité de groupe. Ça peut servir aussi à des échanges. Ça peut servir... Alors, ceux que je vous montre là, ils viennent d'Afrique du Sud, mais assez vite, on va en trouver dans différentes régions d'Afrique, très très lointaines de l'Afrique du Sud. Voilà, je vous montre ces coquillages percés, soit en passant, et c'est vraiment, de mon point de vue, assez, j'allais dire, frappant, du même genre de coquillage. Ce n'est pas un coquillage, c'est un coquillage en particulier. Au Maroc, on a tout un tas de sites de cette période-là, 140 000, 150 000, 80 000, où on trouve ces objets-là. Encore une fois, dans le monde des Néandertals, on connaît quelques trucs comme ça. Mais pour toute l'Europe et pour des centaines de sites, ça tient dans une boîte à chaussures. Et quand je dis une boîte à chaussures, c'est une boîte à chaussures d'enfants. C'est une petite boîte à chaussures. Là, dans un site marocain à côté de Rabat, il y a plus de 300 de ces coquillages qui ont été trouvés. Donc, encore une fois, on ne parle pas de différence de nature, on parle de différence d'échelle, de différence de fréquence, de différence d'intensité. Ce que je n'aime pas beaucoup dans toutes ces comparaisons, en particulier Néandertal-Sapiens, c'est que notre esprit aime bien les images en noir et blanc. Donc on aime la simplicité et puis on s'attache beaucoup à la présence ou l'absence. On dit « Ah, on l'a trouvé, donc ça existe, donc ils peuvent le faire ». Honnêtement, on s'en fiche. Pourquoi? Parce que la question, c'est pas est-ce qu'ils peuvent le faire, la question, c'est est-ce qu'ils le font. Et donc, moi, je pense que la vraie question, c'est une question, encore une fois, de fréquence, d'intensité, de significativité dans les sociétés dont on parle. Alors donc, ces sapiens, je vous ai dit tout à l'heure, ils vont sortir d'Afrique. Je vais parler de 50 000 ans, on va revenir là-dessus. En fait, ils ont commencé à sortir avant. Et vous allez voir que, en fait, il n'y a pas une sortie, il y a des sorties. Les premières sorties, on pense qu'elles sont liées essentiellement à des facteurs climatiques, des facteurs environnementaux. En Afrique, au cours du dernier million d'années, on a une montée de l'aridité. D'ailleurs, malheureusement, ça n'a pas arrêté. Donc, il y a une montée de l'aridité des environnements, mais il y a des retours en arrière. Et il y a des épisodes... Alors, on dit court, ils font quand même quelques milliers d'années. Donc pour les hommes, ça dure longtemps, 5000 ans. Et donc il y a des périodes pendant lesquelles on a des périodes plus humides où les moussons qui viennent du golfe de Guinée vont remonter beaucoup plus haut vers le nord que juste le Sahel, que normalement ces moussons arrosent, et remontent jusqu'au Maghreb. Et donc quand le Sahel et le Maghreb se rejoignent, il n'y a plus de Sahara. Et donc, on a ce qu'on appelle des épisodes de Sahara vert. Et donc, ce sont des périodes où vous avez une carte, là, où vous voyez, vous avez un Sahara. Alors, il y a toujours des coins qui sont quand même très secs, mais en même temps, il y a quand même des rivières, des fleuves partout, des lacs,
Alors des lacs, ouais, celui qui est là au milieu, il est plus grand que l'Allemagne. Hein, c'est pas un petit lac, hein, c'est un grand lac. Et donc pendant ces périodes-là, ces sapiens qui sont adaptés à ces environnements de savane, ils occupent cette niche écologique, c'est leur niche. Hein, donc on a des sites archéologiques partout dans le Sahara. Voilà la succession de ces épisodes de Sahara vert. Hein, vous voyez, c'est des petites bandes qui ne durent pas très très longtemps, mais quand même, encore une fois, qui peuvent durer 5000 ans ou 10 000 ans. Voilà. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand se produisent ces épisodes de Sahara vert, c'est pas seulement le Sahara, c'est aussi l'Arabie qui est verte. C'est-à-dire qu'en fait, tous les déserts qui se trouvent entre l'Atlantique et le Golfe Persique, ça devient cet environnement de savane qui est assez propice aux hommes. Et donc, on parle souvent de migration hors d'Afrique, etc. J'aime pas trop ça parce que la migration, c'est c'est un déplacement délibéré pour aller quelque part. Alors, les oies, quand elles migrent, elles vont quelque part. Les gens, quand ils migrent aujourd'hui, ils vont quelque part. Là, on ne parle pas de ça. En fait, on parle d'une dispersion dans un environnement qui est l'environnement de ces gens-là. Et donc, ils sortent d'Afrique, j'allais dire, de façon passive. Hein ? D'ailleurs, ils ne savent pas qu'ils sortent d'Afrique. Personne ne leur dit « Attention, vous sortez d'Afrique ». Ils sont là et on les trouve au Proche-Orient. Et donc, on a des fossiles comme celui-là. J'ai mis cette diapositive. J'ai reçu récemment un mail de quelqu'un qui m'a écharpé en me disant que le Golan appartenait pas à Israël. Enfin bref. Donc en Israël, on a des fossiles à plusieurs époques. Ça, c'est un des plus anciens, 180 000 ans, qui est un fossile dont la morphologie est complètement, j'allais dire, non néandertale, et c'est la morphologie de ce qu'on trouve chez ces formes africaines. Et donc on sait qu'il y a 180. Alors, Israël, c'est quand même pas loin de la sortie. Hein. C'est quand même, à l'échelle de la Terre, on est quand même un peu dans l'épaisseur du trait en termes de sortie d'Afrique. Hein. Ce n'est pas une sortie très très loin. Alors évidemment, ce qui va se passer, c'est que ces sapiens qui sortent d'Afrique, ils vont rencontrer des humains qui vivent hors d'Afrique, en particulier l'homme de Néandertal. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, au moment du remplacement, il y a 50 000 ans, il y a cette introgression d'ADN néandertalien dans l'ADN des sapiens. Hein, il y a un petit mélange, petit. Mais en fait, on a des indices que ça s'est produit déjà auparavant, il y a très longtemps, même à l'époque des hommes de Djebel Irhoud, probablement. Alors comment on le sait ? On le sait parce que quand on fait un arbre en utilisant les données génétiques pour essayer de placer les Néandertals, les Denisoviens, les Sapiens, l'arbre qu'on obtient, c'est celui-là. Alors celui que vous voyez en grosse bande rouge et bleue, ça, c'est celui qu'on obtient avec l'ADN nucléaire. C'est le bon, en fait, hein, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il y a une première séparation entre les sapiens et puis les autres, les Denisoviens, les Néandertals. Et puis Néandertals et Denisoviens se séparent plus tard. Mais quand on met là-dessus un arbre, qui est l'arbre qu'on obtient avec l'ADN mitochondrial, on obtient un autre arbre qui ne colle pas et qui est représenté avec des traits blancs. Voilà. Sans rentrer dans trop de détails, la façon dont on explique ça, c'est assez simple. C'est que l'ADN mitochondrial, comme il ne se recombine pas, donc vous avez ou vous n'avez pas tel ou tel variant, hein, il n'y a pas de recombinaison, il n'y a pas de mélange, eh bien, on peut récupérer, si je peux dire, l'ADN mitochondrial d'une autre espèce s'il y a une hybridation. Et si cette introgression se fixe pour une raison ou pour une autre, elle va se perpétuer ensuite pendant très très longtemps. Et donc l'idée, c'est quoi ? C'est que à un moment donné, alors la date est assez imprécise, vous voyez, on dit 470 à 220 000 ans. Hein. C'est quand même une fenêtre très large, mais on est dans les 300 000 ans de Djebel Irhoud. Hein.
il y a des populations africaines qui ont transmis leur ADN mitochondrial aux néandertaliens plus récents. Donc les néandertaliens plus anciens ne l'ont pas, mais les néandertaliens les plus récents ont cet ADN mitochondrial. Et depuis qu'on a fait cette étude, il y a eu d'autres études avec le chromosome Y, on a trouvé exactement la même chose. C'est-à-dire que le chromosome Y, pareil, il ne se recombine pas. Et là aussi, on voit qu'il y a du chromosome Y d'origine africaine chez les néandertaliens les plus récents. Alors, c'est une histoire qu'on connaît, j'allais dire qui est triviale dans les gens qui s'intéressent à l'évolution des mammifères. Voilà, je vous donne l'exemple de l'ours polaire et de l'ours brun. Voilà, vous avez des arbres fondés sur l'ADN mitochondrial à gauche, et puis un arbre fondé sur l'ADN nucléaire. Ces deux arbres sont contradictoires. Et ils sont contradictoires. Pourquoi? Eh bien, encore une fois, parce qu'il y a de l'ADN mitochondrial qui est passé d'une espèce dans une autre quand c'est au gré des fluctuations climatiques, et en particulier des phénomènes glaciaires, quand des ours polaires et des ours bruns sont retrouvés confinés ensemble, en particulier dans des milieux insulaires, dans des îles. Et donc là, il y a eu ce phénomène. Les ours, c'est très intéressant. Les ours, c'est un modèle pour l'évolution humaine formidable, parce que vous savez que la divergence entre ours polaire et ours brun, c'est à peu près la même époque que la divergence entre sapiens et néandertal. Donc après, on peut regarder ce qui leur arrive aux uns et aux autres, mais par certains points de vue, c'est assez comparable. Alors ces histoires de mélange, d'hybridation, etc., ça va se traduire par le fait que, alors il y a donc des sorties anciennes, mais il va y en avoir une qui est la bonne, si je peux dire, qui date d'environ 50 000 ans. Et là, quand celle-ci va se produire, il va y avoir tout de suite, à la sortie, si je peux dire, une hybridation qui se produit entre des néandertaliens locaux et puis ces populations africaines qui arrivent. Et le résultat de ça, c'est quoi? C'est que tous les gens aujourd'hui qui vivent, qui ont une origine non africaines, soit qui vivent en Europe, en Asie, mais même ailleurs, en Australie, en Amérique, partout, eh bien, ils portent à peu près 2% d'ADN d'origine néandertalienne. Alors évidemment, on ne trouve pas ça dans les populations africaines. Alors en fait, c'est pas vrai, on en trouve un tout petit peu, mais c'est parce qu'il y a des Européens qui sont retournés en Afrique. Enfin bref, je ne vous fais pas un dessin, mais ça c'est vraiment cosmétique, si vous voulez. Mais l'image, c'est ça. Ce qui est vraiment intéressant aussi dans cette histoire d'hybridation, c'est que, alors 2%, il y a des gens qui trouvent que c'est énorme. Bon, moi, je trouve que c'est 2%. Bon. Ce qui est vraiment frappant, c'est que ce que vous voyez là, sur ces chromosomes humains, toutes ces petites barres rouges, c'est des endroits où on peut trouver de l'ADN néandertalien. Mais personne n'est comme ça. Puisque 2%, là, vous voyez, il y a beaucoup plus que 2%. Donc ça, c'est le cumul de tout ce qu'on peut trouver dans de l'ADN humain aujourd'hui. Et vous voyez qu'il y a des grandes portions de chromosomes où on ne trouve jamais d'ADN néandertalien. Et ça, c'est très intéressant, l'existence de ces déserts d'ADN néandertalien. Parce que ça veut dire quoi? D'abord, ça veut dire que si on prend vos 2% d'ADN néandertalien, les miens, les vôtres, ceux de tout le monde dans la salle et ceux de tous ceux qui sont dans la rue à Namur, en théorie, on devrait pouvoir reconstituer l'ADN néandertalien complet. Eh bien, ça ne marche pas. On peut en reconstituer à peu près 40%. Et ça veut dire que sur une grande partie du génome, la sélection naturelle a purgé notre génome de l'ADN néandertalien qui pouvait s'y trouver. Pourquoi? Parce que dans ces parties-là du génome, il ne fait pas bon avoir de l'ADN néandertalien. Si on l'a, on a un problème, ou notre descendance a un problème. Et donc la sélection naturelle a éliminé, a purgé cette introgression. Et vous verrez tout à l'heure, j'en parlerai à propos d'un site sur lequel on a travaillé, on sait que cette sélection, elle est très très rapide. Alors, donc cette sortie disons d'Afrique qui va s'étendre au reste de l'Eurasie, voilà, elle s'est produite à la fois en Asie, en Europe,
Et puis après, à partir de là, dans les zones froides arctiques, et puis en Amérique, et puis ces gens-là sont allés aussi en Australie. Et donc on a exploré un petit peu toutes ces voies de peuplement. Alors je vous dis juste 2 mots pour l'Asie. Hein. En Asie, en gros, le problème, c'est quoi ? C'est l'Himalaya. Hein. Donc on passe en dessous ou au-dessus, mais on ne passe pas dans l'Himalaya. Donc il y a une voie de peuplement sud, et puis il y a une route du nord. Alors, la voie du sud, c'est une voie qui est très ancienne. C'est-à-dire, je vous ai expliqué qu'il y avait des sorties anciennes de Sapiens, bien avant 50 000. Et certaines de ces sorties sont allées très loin. Donc voilà un fossile qui vient d'un site qui est au Laos, s'appelle Tampaling, et on a là des fossiles alors, qui ont 50 000, 60 000. On a même des choses plus anciennes que ça, peut-être quelque chose qui approche 80 000. Et ce sont des formes qui sont clairement des sapiens. Alors, ce sont des sapiens qui, probablement, comme d'ailleurs les premiers qui sont sortis au Proche-Orient, n'ont aucun lien avec les populations actuelles et qui ont été remplacés par donc, les descendants de la grande sortie, celle d'il y a 50 000. Dans le sud de la Chine, pareil. Les Chinois aimeraient bien avoir des sapiens très anciens en Chine. Hein. Donc, il y a beaucoup de publications là-dessus. Il y a beaucoup de discussions sur l'âge de certains de ces sites, voire même sur la nature de ces fossiles. Mais enfin, en tout cas, c'est très probable un peu avant 100 000, on a des sapiens dans le sud de l'Asie, dans le sud-est de l'Asie. À Sumatra, on a des fossiles aussi. Et puis, dans le sud de la Chine. Alors, la voie du nord... Là, c'est beaucoup plus récent. Voilà un fémur qui vient de Sibérie occidentale. Alors je suis sûr que ça ne vous excite pas beaucoup, cet os, mais c'est quand même, il est formidable quand même, parce que d'abord, morphologiquement, c'est sûr, c'est un fémur d'Homo sapiens, c'est pas un fémur d'autre chose. Puis surtout, on a, comme il est très très bien conservé au point de vue moléculaire, on a un âge direct du fémur, 44 000, à peu près, et puis on a un ADN qui est très très bien conservé, et donc on sait que c'est un sapiens ancien, d'ailleurs qui est assez proche d'une certaine façon de ces populations africaines. Mais alors ce qui est extraordinaire, c'est que là on est à 56 ou 57 degrés de latitude nord. Donc ce n'est pas la savane qui s'est étendue et puis ils ont continué à se répandre avec cet environnement. Ce sont des gens qui se dispersent en Eurasie et qui sont, je ne dis pas complètement libérés des contraintes environnementales, mais en grande partie. Hein. Donc ils ont les moyens techniques, ils ont la complexité sociale pour aller là-haut. Alors comment on voit ce peuplement, enfin ce remplacement? En fait, on a longtemps imaginé une sorte de vague comme ça de sapiens. Ça, c'est une figure qui est tirée d'un article. Alors, je ne vous parle pas d'un truc qui date du Paléolithique, hein, c'est un article de 2014. Donc, ce sont des collègues généticiens de l'université de Berne, je crois, qui avaient publié cet article. C'est une modélisation à partir de données génétiques de cette espèce de vague de sapiens qui vient en Eurasie, en particulier en Europe, et qui remplace les Néandertals. Vous voyez, les chiffres que vous voyez, c'est des nombres de générations, donc c'est un phénomène, somme toute, assez rapide. Et donc, en parallèle, dans le fond, on avait des données archéologiques, parce que dans le fond, dans beaucoup de sites de cette époque, on a beaucoup de silex, mais on n'a pas beaucoup de restes humains. Et donc, ce modèle-là, il s'appuyait quand même sur une discontinuité dans le registre archéologique, en particulier en Europe, entre ce qu'on appelle du paléolithique moyen, où on a trouvé pas mal d'hommes de Néandertal. Alors, vous voyez, c'est quelques objets assez élaborés, comme ce biface triangulaire qui date de la fin du paléolithique moyen. Mais alors, à côté de ça, 10 millions d'éclats, un peu n'importe comment, mais qui coupent, hein, et qui ont été utilisés. Donc, le paléolithique moyen. Et puis, sur le paléolithique moyen, il y a un paléolithique qu'on dit supérieur. Et là, c'est un autre monde. Donc, dans des formes anciennes de paléolithique supérieur, qu'on appelle l'Aurignacien en particulier,
On a des objets qui sont des objets beaucoup plus stéréotypés, hein, donc des formes qui se reproduisent de façon systématique, beaucoup de pointes d'armes de jet pour tuer à distance, et on attachait beaucoup d'importance à ça. Et d'ailleurs, aussi des objets en os, qui sont des pointes de saguet, des choses comme ça. Et donc, il y avait l'idée que, voilà, cet aurignacien, c'était le marqueur de ce remplacement des populations archaïques par des sapiens modernes. Alors en fait, malheureusement, la réalité, c'est toujours plus compliqué que ce qu'on aimerait qu'elle soit. Et en fait, dans beaucoup de gisements en Europe, en stratigraphie, en chronologie, entre ce paléolithique dit moyen et ce paléolithique dit supérieur, il y a autre chose. On parle d'industrie de transition, on ne sait pas trop quoi faire avec. Je ne vais pas toutes vous les détailler, mais vous voyez, il y en a en Europe centrale, en Italie, en France, en Belgique, on va en dire un mot dans un instant. Et alors, bon, ces industries de transition, c'est ni franchement du paléolithique supérieur, ni franchement du paléolithique moyen, c'est un peu les deux. Alors, certaines sont plus paléolithique supérieur que les autres. En particulier, il y en a une qu'on appelle le Châtel-Péronnien, qui est franchement... Enfin, il y a des tas de marqueurs qui, si on n'avait pas de restes humains, la placeraient dans le paléolithique supérieur, mais on a des restes humains. Et ces restes humains, c'est des restes de Néandertal, c'est les derniers Néandertaliens qu'on connaît en Europe, qui sont datés autour de 42 000, 41 000, on est dans ces eaux-là. Et donc l'idée qui a fait son chemin, c'est que ces industries de transition, alors la plupart d'entre elles, on n'avait pas de restes humains, hein. Et donc l'idée qui s'est imposée, c'est que dans le fond, la plupart de ces industries de transition, c'était peut-être les Néandertaliens qui avaient fait leur propre transition vers du paléolithique supérieur avant que les autres arrivent, si je peux dire. Alors évidemment, est-ce que c'est juste par hasard qu'ils ont fait cette transition à ce moment-là? Est-ce que ça n'a pas un peu aidé que les autres arrivent avec d'autres technologies, d'autres comportements? Donc il y a eu ce débat pendant des années et des années à propos de ces industries de transition. Je vais vous dire deux mots pour terminer de deux ou trois de ces industries de transition. Alors, il y en a une qui nous a beaucoup intéressés, qui est quelque chose, vous voyez, ça commence bien, on l'appelle paléolithique supérieur initial. Mais enfin, on lui a donné d'autres noms. Je vous fais grâce de tous les archéologues sont très créatifs en termes de noms d'industries, de choses comme ça. Alors, c'est un assemblage qu'on trouve de type d'outillage qu'on a commencé par trouver en Israël, dans le Negev, et puis qu'on a trouvé aussi au Liban, en Jordanie, en Syrie, enfin un petit peu partout par là. Puis vous voyez, il y a des points aussi en Asie centrale, et puis même là-bas dans l'Altaï, en Mongolie. Et puis on en a un peu en Europe aussi. Alors je ne vais pas vous détailler tout ça, mais le problème, c'est que ce paléolithique supérieur initial, à un moment donné, on s'est dit, mais dans le fond, est-ce que ça ne serait pas ça plutôt le marqueur de cette expansion des sapiens à partir du Proche-Orient, bien avant l'Aurignacien, hein? Parce qu'on est dans une tranche je vous rappelle qu'on est sous l'Aurignacien en stratigraphie. Alors on s'est beaucoup intéressé à un site qui se trouve en Bulgarie, qui s'appelle Batchokiro, où on trouve ce type d'outillage. Alors, comment on caractérise ces industries? Bon, c'est surtout une forme de débitage de grandes lames un peu pointues. Enfin, je ne rentre pas dans les détails technotypologiques. Ces lames pointues assez grandes, on les casse pour faire des outils. Et donc, moi, je me suis beaucoup intéressé à un site, donc ce site de Batchokiro. Pourquoi? Parce que on avait trouvé autrefois des restes humains dans ce site, et en particulier un archéologue polonais qui s'appelle Janusz Koslowski, dont j'ai appris aujourd'hui la disparition, avait travaillé là avec des collègues bulgares et avait mené une fouille, et ils avaient trouvé des restes humains. Alors des restes humains, c'était des petites choses, des dents, des petits bouts. À l'époque, on ne savait pas trop ce que c'était, mais moi je me suis dit c'est formidable parce qu'aujourd'hui, avec la paléogénétique, avec les moyens d'analyse qu'on a, on va résoudre la question. Je suis allé en Bulgarie, j'ai cherché partout. Bon, les pièces découvertes par Koslowski, elles ont disparu, personne ne sait où elles sont, impossible de remettre la main dessus. Donc je suis allé revoir le site,
Et à la fin, je me suis dit, on va refouiller le site, parce que comme on a trouvé quelques restes humains, il n'y a pas de raison, il y en a peut-être encore un petit peu. Et donc, on a entrepris une fouille dans ce site de Bachokiro. Alors, vous voyez, il restait quand même... il y avait eu un sacré nettoyage de fait quand même dans la grotte, mais vous voyez, à gauche, là, et puis au fond, il y a des coupes. Il restait un peu de stratigraphie. Et en particulier, là, à gauche, ce que vous voyez, c'est cette stratigraphie-là. Cette couche noire en bas du site, c'est la couche où Kozlowski avait trouvé cet outillage qui ressemble beaucoup à ce que je vous ai montré dans les diapos d'avant, hein, ces grandes lames pointues, assez épaisses. Et alors, ce qui est chouette à Bachokiro, c'est que on a ce niveau noir là qui est extrêmement riche en matière organique en particulier. Elles sont très très bien conservées. C'est un niveau archéologique très très riche. Hein. On a 10 000 objets cotés par mètre carré, un truc comme ça. Hein. C'est vraiment très très riche. Et au-dessus, il n'y a rien. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs niveaux qui sont pratiquement stériles. Alors ça, c'était quand même chouette parce que, un des débats à propos des industries de transition, Châtel-Perronier en particulier, c'est que constamment, on s'est interrogé pour savoir s'il n'y avait pas des contaminations d'un niveau dans un autre, s'il n'y avait pas des objets ou des dents qui se baladaient en hauteur, ce qui arrive. Hein. Et donc, on a entrepris cette fouille avec beaucoup d'optimisme et d'enthousiasme. Et mon idée, pour résoudre cette question de qui a fait cette industrie qu'on appelle bachokirien, donc paléolithique supra-initial, ça a été parce qu'évidemment, le rêve de tous les paléoanthropologues, archéologues, c'est de fouiller un truc comme ça, puis de trouver, je sais pas, le beau crâne de Néandertal, le squelette complet d'Homo sapiens, etc. Alors, je sais pas, c'est peut-être l'âge, mais moi, j'y croyais pas. Hein. La dernière fois qu'en Europe, on a trouvé un squelette Néandertal relativement complet, j'étais étudiant. Vous voyez, bon... Je ne vous parle pas de la nuit des temps quand même, mais ça fait un moment qu'on n'en a pas trouvé un. Et donc l'idée qu'en fouillant, on va trouver des restes humains dans tous ces sites avec des industries de transition qui vont nous permettre de trouver une réponse à nos questions, j'y croyais plus, et j'y crois plus d'ailleurs, hein, encore aujourd'hui. Et donc l'idée, ça a été d'utiliser une méthode qui s'est beaucoup développée d'ailleurs à la suite de nos travaux, qu'on appelle ZOOMS. Alors, ZOOM, c'est un acronyme pour Zooarchaeology by Mass Spectrometry. Je vous fais la version courte. Hein. Dans vos os, il y a du collagène. Il y a du collagène partout dans votre corps. Et le collagène, c'est une protéine qui est extrêmement résistante, qui se conserve bien, qui se conserve mieux que l'ADN. Quand on fouille un site archéologique, ce qu'on trouve, par dizaines de milliers, c'est ça. C'est-à-dire des fragments d'os pratiquement non identifiables. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est de l'os. Mais de quoi, ça, on ne sait pas. Et donc, des collègues qui étaient à l'université de York, d'ailleurs, qui ne travaillaient pas vraiment au début sur les os, ont trouvé un moyen d'identifier les espèces auxquelles appartiennent tous ces fragments. Alors, comment on fait ? On prend un tout petit fragment, en gros, comme un demi-grain de riz de ces esquilles. Il y a une petite cuisine chimique. On extrait du collagène, qui est là. Ce collagène, on utilise des ciseaux moléculaires pour le couper en petits tronçons, ce sont des chaînes. On appelle ça des peptides. Imaginez le texte d'un roman qui serait écrit sur une bande de papier. Vous prenez une paire de ciseaux et chaque fois qu'il y a le mot amour, paf, vous coupez. Donc vous allez avoir une bande de papier entre deux mots amour. Et évidemment, si c'est toujours le même roman, vous allez trouver toujours des bandes de papier de la même longueur, mais s'il y a deux romans différents, vous allez trouver des bandes de papier de longueur différentes, évidemment. Peut-être même il y a des romans où il n'est pas question d'amour. Et donc, en gros, c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'on découpe ces chaînes en peptides, et comme chaque espèce de mammifères a un collagène qui est un petit peu différent, c'est-à-dire que l'alignement des chaînes d'acides aminés est un petit peu différent, ces ciseaux moléculaires coupent ces chaînes moléculaires de façon différente. On envoie ça dans un spectromètre de masse qui mesure, qui pèse, si je peux dire, ces peptides, et qui vous sort un spectre, là, comme ce que vous avez en bas. Et ce spectre, il est caractéristique
sinon d'une espèce, du moins d'un genre. Ça coûte pas cher. C'est drôlement rapide. On peut faire des centaines, des milliers de mesures comme ça. Et donc, mon idée, c'était de prendre tous ces déchets, donc, enfin, en gros, qui intéressent... Autrefois, on les jetait. Hein. Bon, maintenant, on les garde dans des boîtes, dans des sacs. On essaie d'en tirer le meilleur possible. Autrefois, on les jetait. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible, dans tous ces restes, il doit y avoir des petits bouts humains. Alors, comment faire pour les trouver? Eh bien, Zooms. Et ça a marché. Et donc, on a traité, par exemple, à Bachokiro, on a pris 2000 fragments comme ça de ce niveau noir, et bingo, on a trouvé 4-5 restes humains. Alors, ce n'est pas des pièces de musée, hein, c'est des petits bouts d'os comme ça. Mais ces petits bouts d'os, une fois qu'on sait que ce sont des restes humains, on peut les dater directement par le radiocarbone, on peut extraire de l'ADN, et là, on apprend des tas de choses sur ces gens-là. Et, soit en passant, c'est une méthode maintenant... Enfin, moi, j'ai un projet sur 35 sites en Europe où on essaie de faire ça, mais tout le monde fait pareil. Hein. Une fois que ça a marché une fois, tout le monde s'est lancé là-dedans. Et donc, ces hommes de Bachokiro, d'abord, on les a datés. Donc, voilà la date. Ils sont, ces gens qui ont fabriqué ces industries, ils ont un âge entre, disons, 43 000 et 45 000. Ils sont beaucoup plus anciens que les derniers néandertaliens dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils sont plusieurs milliers d'années plus anciens que ces derniers néandertaliens qu'on connaît en Europe occidentale. Et génétiquement, on a montré que c'était des sapiens. Et donc ça a montré deux choses. Une, ce fameux Paléolithique supérieur initial bachokirien, appelez-le comme vous le voulez, ça a été fabriqué par des sapiens. Et ces sapiens sont arrivés en Europe bien avant l'Aurignacien. Donc exit la vague aurignacienne bleue. Hein. Enfin, pas complètement, vous allez voir, on va la faire revenir, mais là, il y a quelque chose de plus ancien. Et surtout, il y a, à l'échelle de l'Europe, une coexistence de plusieurs milliers d'années entre les derniers néandertaliens dans l'Ouest et puis ces sapiens anciens dans les Balkans. Alors, là, ce que vous avez à gauche, c'est les chromosomes d'un des individus. C'est quand même formidable, parce qu'on a quand même ce petit bout d'os de... Enfin, franchement, c'est n'importe quoi. C'est un petit trognon d'os. Regardez ça, on a des chromosomes, là, on a séquencé les chromosomes de cet individu. C'est drôlement intéressant, je vais vous dire pourquoi. Vous voyez, sur ce chromosome, il y a des petites barres bleues. Les petites barres bleues, c'est quoi? C'est les 2% d'ADN mitochondrial. Alors, il en a plus que 2%, lui. Il en a plutôt 3-4%. Cet ADN qui a été acquis, néandertalien, qui a été acquis par ses ancêtres au Proche-Orient à la sortie d'Afrique. Mais vous voyez qu'en plus des toutes petites barres bleues, sur le chromosome 2, par exemple, ou sur le chromosome 19, vous avez des grands segments bleus qui sont des morceaux entiers de chromosomes néandertaliens qui sont insérés dans le génome de cet individu. Et ça veut dire quoi? C'est que, en plus de cette introgression qui a eu lieu plusieurs milliers d'années avant au Proche-Orient, localement, il y a eu seulement quelques générations avant, probablement 5 ou 6, une hybridation avec des néandertaliens, et il ne s'est pas passé assez de temps pour que ces grands bouts d'ADN néandertalien se segmentent en tout petits fragments au fil des générations. En gros, la longueur du segment nous permet de calculer le nombre de générations écoulées depuis le phénomène. Et donc, on sait que ces hommes de Bachokiro, en gros, ils ont été quasiment directement en contact, localement, avec des Néandertals. Alors, ça, c'est un scénario pour Bachokiro. Je vous parle très vite d'un autre site qui est représenté à droite, un fossile qui a été découvert en République tchèque. Et là, bon, on est à peu près dans les mêmes âges, hein, autour de 45 000, Zlatikun. Cette femme-là, elle appartient... alors, vous voyez, on sait que c'est une femme, on connaît la couleur de sa peau, enfin bref, c'est quand même pas mal. Hein. C'est mieux que d'avoir, à mon avis, hein, que d'avoir un beau squelette. Il vaut mieux avoir des informations comme ça. Et cette femme-là, elle appartient à une autre population dont on va parler maintenant. Et cette autre population de sapiens qui arrive en Europe, eux, ils ne se sont pas du tout
mélangés, si je peux dire, avec des Néandertaliens. Donc ils n'ont pas ces introgressions qu'on trouve à Batchokiro. Donc vous voyez des populations différentes qui arrivent et qui ont chacune leur histoire. Alors je vous dis un mot sur l'environnement, parce que je vous ai parlé beaucoup de ça tout à l'heure à propos du Sahara vert. Quand j'étais à Leipzig, j'avais une postdoc qui elle s'appelle toujours d'ailleurs Sarah Pederzani, qui a mis au point une technique qui consiste à extraire des isotopes de l'oxygène le long de dents d'ongulés, de cheval, de bovidés, de choses comme ça. Vous savez, une dent de cheval, ça met 1 an ou 2 à pousser, hein. Et donc, ces isotopes, ils enregistrent en fait des changements de température au cours de la vie de l'animal. Et on a des modèles, hein, parce il y a plein de chevaux, hein, donc on peut comparer la valeur de ces proportions isotopiques dans des chevaux aujourd'hui. On connaît la température de l'endroit où ils vivent. Et on a un modèle, et on peut utiliser ce modèle. Et ce qu'on voit, c'est que ces hommes de Batchokiro, ils arrivent dans un environnement qui est celui de la Laponie actuelle. Enfin, de la Scandinavie actuelle. Et vous allez voir, c'est quelque chose qu'on va retrouver à propos d'un autre site dont je vais vous parler maintenant. Donc, encore une fois, c'est pas... Vous savez, on a longtemps imaginé que les premiers sapiens sont arrivés en Europe parce qu'il y a eu une espèce d'optimum climatique, une vague de chaleur, hop, ils sont arrivés. Pas du tout. Ils sont arrivés... il n'y avait pas de vague de chaleur du tout. Et donc, encore une fois, ils ont cette autonomie par rapport au climat. Alors, pour terminer, je vous dis un mot d'une autre industrie de transition. Je voulais quand même dire un mot de la Belgique, qu'on appelle alors, c'est affreux comme nom, hein, l'incombien ranicien germanovicien. Donc, on parle du LRJ pour aller plus vite, hein. Alors ce LRJ, vous voyez, on a fusionné des choses qui avaient été trouvées aux Pays-Bas, en Belgique, en Angleterre, le fameux Lincombien, ce qu'on trouve en Allemagne, qu'on appelait le ranicien, ce qu'on trouve en Pologne, qu'on appelle le germanovicien. Et bon, c'est une industrie qu'on trouve dans le nord-ouest de l'Europe, avec ce genre de pointe, là, surtout celle qui est à droite, là, qui est assez caractéristique. Alors pareil, hein, ça, pendant des années, on s'est dit, c'est peut-être les Néandertals quand même qui, à la fin de leur histoire, sont devenus plus habiles et sont mis à fabriquer ces choses-là. Donc, fort de mon succès à Batchokiro, je me suis dit, il faut s'attaquer au LRJ. Et donc, on a réussi à obtenir, alors bon, je ne vous parle pas de politique et de collaboration, mais on a réussi à obtenir l'autorisation de reprendre des fouilles dans le site de Ranis, en Thuringe, où on avait défini pour la première fois ce ranicien. Donc, c'est un site qui avait été fouillé dans les années 30. La plupart de ces sites LRJ, en Europe du Nord-Ouest, Angleterre, Belgique, Allemagne, tout ça, ils ont été nettoyés il y a très longtemps, la plupart. Donc il reste très très peu de sites. Si je peux dire, la chance à Ranis, ça a été l'invasion de la Pologne. Et donc juste à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les gens qui fouillaient à Ranis, ils ont quasiment arrêté pratiquement du jour au lendemain la fouille. Ils ont rebouché la fouille et ils n'ont pas vidé complètement le gisement, alors que d'autres gisements allemands de la région avaient été complètement liquidés. Donc nous, on a fait une sorte de sondage. Vous voyez, ce que vous voyez en bas, là, les points bleus sont des casques de gens qui sont au fond de ce puits qui fait à peu près 8 mètres de profondeur. C'est un site qui est très, très, très épais et avec d'énormes blocs d'effondrement. Et donc, on a fait une espèce de cheminée pour descendre au niveau de ce LRJ dans ce site. Et là, on a utilisé à nouveau cette méthode Zooms dont je parle. Et alors là, à Ranis, ça a été formidable parce qu'à Ranis, on a trouvé... alors, en parallèle, d'autres collègues sont allés revisiter les collections qui avaient été fouillées dans les années 30. Au total, on a récupéré une douzaine de restes humains. Toujours pareil, hein, des petits morceaux à peine identifiables, pour une industrie qu'on connaît depuis le 19e siècle et pour lequel on n'avait jamais trouvé de restes humains, hein. Et alors, c'est encore plus ancien que Batchokiro. On est au-delà de 45 000. Hein, il y a même des dates qui vont jusqu'à 47 000. C'est une population qui, bon, j'ai pas le temps de rentrer dans beaucoup trop de détails, mais attendez,
je vais revenir un peu en arrière quand même, c'est une population qui, du point de vue génétique, est très proche de cette femme de Zlatikoun dont je vous parlais tout à l'heure. Vous savez, celle dont je vous ai montré la peau sombre, et puis je vous ai dit, ils ne sont pas mélangés avec les Néandertaliens, ceux-là. Alors c'est extraordinaire, parce que dans cette douzaine de petits fragments osseux dont on a extrait du génome, on a une mère et sa fille. On a, je crois que c'est cette mère-là, ou une autre, oui, je crois que c'est elle. On s'est rendu compte que c'était une cousine au 4e degré de la femme de Zlatikoun qui habitait en Moravie. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la probabilité d'aller à la pêche et de trouver des cousins, même au 4e ou 5e degré, dans 2 sites archéologiques, il y a 45 000 ans, distants de plusieurs centaines de kilomètres, ça relève du miracle pur et simple. Hein. Et donc, le résultat de tout ça, ça a été que, et ça a été publié il y a seulement quelques semaines, hein. Donc il y a plusieurs papiers, enfin il y a un papier qui est sorti dans Nature, il y a un autre papier qui est sorti en parallèle dans Science. Ça a permis une avancée formidable, d'abord parce que un de ces individus de Ranis, c'est le génome de Sapiens le plus complet, le plus ancien qu'on connaisse, hein, parmi les génomes anciens. On a pu faire des tas de travaux là-dessus. On a pu connecter donc, ces gens de Ranis et de Zlatikoun, montrer qu'ils étaient différents de ceux de Bachokiro. On a des évaluations démographiques qui montrent qu'en fait, ce sont des tout petits groupes. On parle de 200 individus, 200 ou 300 individus, qui probablement exploitent des territoires. Vous avez vu le territoire du LRJ, hein, donc des tout petits groupes de quelques centaines d'individus qui vivent. Alors, ce qui est formidable, c'est que pendant ce temps-là, il y a des Néandertaliens qui habitent en France, hein, qui habitent pas loin. Hein. La France, c'est pas loin de la Belgique. Hein. Donc, il y a des Néandertaliens, là, dans le centre de la France. Hein. Et ça dure pendant plusieurs milliers d'années. C'est-à-dire qu'on a l'impression... Alors, non seulement ces sapiens, ils n'arrivent pas quand il fait chaud, non seulement ils n'arrivent pas par le sud, mais ils arrivent par les Balkans, et ils arrivent par le nord. D'accord ? Et probablement qu'ils arrivent par le nord. Pourquoi ? Parce qu'ils ont probablement une plus grande résilience pour vivre dans des environnements qui sont à la périphérie du monde néandertalien, qui eux, vivaient, j'allais dire, dans les bons coins, si je peux dire, dans le sud-ouest de la France, des coins comme ça. Et donc, ce sont des tout petits groupes qui vivent dans des environnements, là, à Ranis, en utilisant les méthodes de Sarah Pederzani, là, on a montré que la température d'hiver à Ranis, au moment où vivaient ces gens-là, elle est 12 degrés en dessous de la température d'hiver actuelle en Thuringe. Alors, je peux vous dire que déjà, aujourd'hui, vous n'avez pas envie de passer un hiver dehors en Thuringe, mais 12 degrés en dessous, c'est la limite entre, disons, c'est la zone en Scandinavie où les arbres s'arrêtent. Hein, c'est plus haut, il n'y a plus d'arbres. Hein, donc c'est une toundra. Donc ces gens-là, ils arrivent à vivre dans cet environnement-là. C'est tout à fait extraordinaire. Et alors eux, je vous ai parlé de la parenté avec les gens de Zlatikoun. Eux, ils n'ont pas d'introgression d'ADN néandertalien. Enfin, ils ont une introgression d'ADN néandertalien, mais qui date de un peu moins de 50 000 ans. Au Proche-Orient, c'est celle, j'allais dire, que tout le monde a attrapée à la sortie d'Afrique. Et donc on arrive maintenant à reconstituer des arbres comme celui-là. Sans rentrer dans trop le détail, ce qu'on voit, c'est que Oustishim, Bachokiro, Zlatikoun, Ranis, tout ça, c'est des groupes différents. Donc c'est des groupes qui partent indépendamment les uns des autres du Proche-Orient, qui arrivent dans ces zones complètement extrêmes, périphériques, sont des groupes pionniers de quelques centaines d'individus. Et ces gens-là n'ont laissé dans les populations actuelles aucune trace de leur génome, pratiquement. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont été ensuite remplacés, absorbés par nos aurignaciens qui vont arriver plus tard. Donc, on a peut-être une vague aurignacienne, mais cette vague aurignacienne, elle est précédée par des vaguelettes, et sont des vaguelettes qui peuvent aller très très loin,
aussi bien vers l'ouest que vers l'est. D'ailleurs, c'est un modèle que je trouve formidable parce que ça nous montre aussi à quel point, dans le fond, vous savez, il y a toujours ce débat entre les archéologues et puis les généticiens. Je sais pas, en Australie, par exemple, alors les archéologues vous disent, nous, on a un site, il a 65 000 ans, donc la colonisation de l'Australie, c'est il y a 65 000 ans. Allez, 60 000 ans, on veut bien, mais pas moins. Alors les généticiens disent, attendez, il y a un truc qui ne va pas. Si on prend tous les aborigènes australiens actuels et qu'on construit un arbre avec un point de coalescence de leurs ancêtres, on arrive à 50 000 ans, maximum 55 000. D'ailleurs, c'est vrai pour toutes les populations hors d'Afrique. Et donc, ils pensent que c'est... Et en fait, moi, je pense qu'il n'y a aucun problème. Il y a peut-être des gens qui sont arrivés en Australie il y a 60 000 ans, mais le problème, c'est que ça n'a pas marché. Enfin, ça a marché un moment, mais ils n'ont pas prospéré comme ont prospéré des vagues plus récentes. Et ça s'est produit en Afrique, ça s'est probablement ça s'est produit en Europe, ça s'est probablement passé aussi en Amérique. En Amérique, il y a le même genre d'histoire avec des sites archéologiques très anciens, etc. Puis les généticiens disent ça n'a pas la tête, c'est beaucoup plus récent que ça. Voilà. Alors, on a donc dans les dernières années, vous voyez, ça date, je vous dis, de quelques semaines, on a énormément appris sur tous ces processus. Alors, tout n'est pas complètement résolu. On a quand même des questions qui restent. Alors, toujours dans ces histoires d'industrie de transition, le châtel-peyronien, c'est un truc, c'est une pierre dans la chaussure quand même, hein. C'est-à-dire que c'est une industrie de transition. Alors là, parce que vous avez compris que finalement, la plupart de ces industries de transition, c'est pas des industries de transition, c'est des industries apportées par les premiers sapiens en Europe. Mais quand même, le châtel-peyronien, on a au moins 2 ou 3 sites où on a des restes humains néandertaliens. Alors récemment, on a décrit un petit bout de bassin de bébé qui serait peut-être de sapiens, mais bon. On a un article qui va paraître tôt ou tard sur la génétique de ces gens ces châtel-peyronniens. C'est des Néandertals. Et donc, c'est des Néandertals qui datent de plusieurs milliers d'années après l'arrivée des sapiens en Europe. Ils n'ont pas d'ADN de sapiens dans leur génome. Enfin, pour l'instant, on n'en trouve pas. Et donc ça, c'est vraiment très, très mystérieux. Alors, il y a une industrie qu'on a décrite dans la vallée du Rhône qu'on appelle le néronien, et dans laquelle il y aurait une dent qui serait une dent de sapiens. Et là, on est beaucoup plus loin dans le temps. On est au-delà de 50 000. Donc peut-être qu'il y a eu des incursions de sapiens encore plus anciennes que tout ce que je vous ai montré. Malheureusement, là, on n'a ni date directe des fossiles, ni ADN, ni rien du tout. Donc, bon, voilà, il y a des tas de problèmes avec ça. Mais vous voyez qu'il y a encore pas mal du travail à faire. Alors, une question qui reste pour moi vraiment importante, c'est cette question des interactions entre les derniers néandertaliens et les premiers sapiens. Ça sont 2 couvertures de Nature qui sont liées à 2 articles sur lesquels j'étais premier auteur, ce qui montre que si vous attendez un petit peu, vous pouvez proposer 2 fois la même couverture à Nature. Apparemment, ils la prennent. Et donc, à gauche, ce sont des objets de parure qui viennent de Bachokiro et qui sont trouvés avec des sapiens. Et ceux de droite sont trouvés dans du châtel-peyronien avec des restes de néandertaliens. Alors, est-ce qu'ils ont été fabriqués par des néandertaliens? C'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on dit, mais tout le monde n'y croit pas. Moi-même, d'ailleurs, je commence à en douter. La question, c'est que fichent ces néandertaliens dans ces sites où on trouve ces industries qui ressemblent beaucoup à du Poetic Explorer. Donc, vous voyez qu'il y a encore du travail à faire. Bon, je vous remercie d'avoir résisté jusqu'à maintenant et je vous remercie pour votre attention.